On ne peut pas maigrir si on fait qu'un régime entre guillemets, encore que je n'aime pas ce mot-là. Voilà. En fait, c'est un rééquilibrage. Il faut faire un rééquilibrage. Vous savez, le même régime pour tout le monde, ça ne marche pas. On sait que 80% des régimes médiatiques sont voués à l'échec. Il y a des études, mais effrayantes, qui ont été menées chez des volontaires sains qu'on a privés de sommeil. On les a mis à 4 heures de sommeil par nuit. Vous voyez ? Eh bien, il a suffi d'à peine un mois pour qu'ils aient pris 800 grammes. Docteur Laurence Plumet, bonjour et bienvenue sur Digital Real. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors vous faites plein de choses, donc je vais essayer d'énumérer et de ne pas en oublier. Si jamais j'ai besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes praticien hospitalier, vous êtes formatrice à l'école de diététique de Paris. Vous avez créé votre organisme de formation EPM Nutrition, qui est un organisme qui est destiné pour les professionnels de santé, mais pas que, pour tous les gens qui s'intéressent à la santé. Et au sein de cet organisme, vous avez créé récemment un nouveau cursus pour devenir napsothérapeute, donc on va parler bien sûr de tout ça plus en détail dans la vidéo. Et vous êtes également écrivain, avec le dernier livre que vous avez publié aux éditions Erol, Le monde merveilleux du gras, tout sur ces rondeurs qui nous habitent. C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah super. Rien oublié. Bon ben voilà. Avec Jérôme, on est très content de vous recevoir parce que quand on a décidé de s'intéresser à la nutrition, c'est votre livre qu'on a acheté en premier, c'est même Jérôme qui l'a acheté pour être très transparent. Et comme je vous le disais un tout petit peu avant en off, on a appris plein de choses et pourtant on a eu des cours sur la formation, sur la nutrition, on a eu des enseignements de par nos cursus initiaux ou même complémentaires et malgré tout on a appris plein de choses et c'était toujours très bien vulgarisé, donc on a trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai appris que le gras, il a son utilité, il a un fonctionnement qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser initialement quand on est novice. Mais ce qui est important, ça va être peut-être la quantité de gras et le type de gras. Donc on va revenir sur tout ça avec beaucoup plus de détails dans la vidéo. Mais je vous propose de vous présenter. Écoutez, vous avez déjà tout dit. Bon, je suis passionnée de nutrition, c'est un fait. J'adore pratiquer à l'hôpital parce que ça me permet de m'occuper des patients et de les aider à résoudre leurs problèmes de santé. J'aime aussi beaucoup enseigner parce que j'ai la chance d'avoir appris et d'apprendre, de continuer d'apprendre parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre le fonctionnement du corps humain et puis les mécanismes des pathologies et des comportements alimentaires, des liens qu'il y a entre les comportements et les pathologies, et j'ai envie de le transmettre. Donc non seulement il est important de soigner les autres, mais il est aussi également important de leur apprendre comment le corps fonctionne, pourquoi ils en sont arrivés là, et comment optimiser les comportements. C'est pour ça que j'ai créé cette école qui s'appelle EPM Nutrition, et je propose plusieurs types de formations, soit une formation complètement ciblée sur la nutrition, soit une formation encore plus complète, ciblée sur la nutrition, mais également sur le sport et l'activité physique, des activités que vous connaissez bien, et puis également le sommeil, parce que un être humain c'est un tout, et quand il est en bonne santé, c'est quelqu'un qui mange bien, qui bouge bien, qui dort bien, et dès lors qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'un ou deux ou trois de ces comportements, eh bien c'est le grain de sable dans la machine, et le corps eh bien, le manifeste en tombant malade. Donc ce métier de napsothérapeute, il est tout nouveau finalement, et c'est un métier qui s'adresse à des gens professionnels de santé ou pas, qui ont envie de se sentir utiles et qui, en se formant à la maîtrise de la connaissance des comportements dans ces trois domaines, la nutrition, l'activité physique et le sommeil, vont pouvoir auditer les gens, comprendre ce qui ne va pas et donner des conseils à ces gens pour qu'ils ne tombent pas malades. Autrement dit, c'est un métier nouveau, très riche d'informations, portant sur les trois piliers essentiels de la santé et qui se situe dans le domaine de la prévention. Voilà. C'est pour éviter aux gens de tomber malades. D'accord, donc c'est plutôt, on va voir un napsothérapeute dans un rôle de prévention. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on n'est pas encore suffisamment malade pour aller voir un médecin, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit, je mange pas bien, je ne sais pas très bien comment faire, je bouge pas assez, j'en suis bien consciente, ou conscient d'ailleurs, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et puis également je dors pas bien.
mais c'est pas suffisamment important pour aller voir un médecin du sommeil, vous voyez. Donc on a envie d'aller voir quelqu'un, mais on ne sait pas qui. On va pas aller voir un nutritionniste parce qu'on se dit j'ai pas besoin d'un régime. On va pas aller voir un médecin du sommeil parce qu'on se dit après tout je pense pas que je sois malade. Et qui je vais voir? Eh bien, je vais aller voir un napsothérapeute. Et le napsothérapeute, c'est quelqu'un qui saura prendre la personne en charge dans ces 3 domaines, ce qui est totalement nouveau. Car actuellement, nous avons des spécialistes de la nutrition, nous avons des spécialistes de l'activité physique et du sport comme vous, hein, et puis nous avons des spécialistes du sommeil. Mais personne n'est spécialiste dans les 3. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce nouveau métier et dont la formation s'adresse à tout le monde, car il n'est pas nécessaire d'être médecin pour se former et devenir napsothérapeute. Alors, le napsothérapeute peut travailler en tant que libéral, il peut s'installer à son compte, il peut aussi intervenir dans les entreprises, parce que je peux vous assurer que le jour où les gens vont reprendre le travail dans les entreprises, les gens auront pris du poids, ça on le voit bien, hein, ces 2 dernières années, il y a eu une prise moyenne de 3, 4, 5, parfois même 10 kilos. Les gens auront perdu l'habitude de faire du sport, les gens seront devenus quand même anxieux, c'est un peu anxiogène, hein, l'atmosphère dans laquelle on vit actuellement, et donc je trouve que l'entreprise, c'est un lieu idéal pour justement faire des ateliers, des animations et sensibiliser les salariés. Donc c'est également un secteur dans lequel le napsothérapeute peut pleinement exercer ses compétences, voilà. Et dans plein d'autres, intervenir dans les écoles, dans les maisons de retraite, enfin bref, c'est une formation qui est très complète, très solide, qui se fait sur quasiment 1 an. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, si, 400 heures de formation, totalement à distance. On travaille sur des dossiers. Tous les mois, il y a une évaluation des connaissances. Il y a beaucoup de visioconférences que j'ai le plaisir d'animer pour chacune des promotions. Donc j'emmène mes élèves, je les suis, je les encadre. Je valide aussi la bonne acquisition des connaissances. Et à la fin, l'examen. Et forcément, l'examen. Et donc là, un examen de 2 heures, également à distance, qui va finaliser tout cet apprentissage. Et la remise d'un beau diplôme de napsothérapeute. Donc c'est du sérieux. Oui, tout à fait. Et je vais devancer votre question. Vous auriez certainement eu envie de me demander ce que voulait dire napsothérapeute. Donc je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous auriez eu envie de me poser. Napso, c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. Voilà. Donc le napsothérapeute, c'est un praticien qui sera amené à auditer, parce que d'abord il faut être dans l'écoute, comprendre et ensuite conseiller dans ces 3 domaines pour amener la personne à se sentir mieux et à être bien dans sa vie. D'accord, c'est très complet. Et voilà. Je pense que ça se voit très facilement, mais vous êtes passionné par la nutrition. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à être passionné par la nutrition? Ah, écoutez, vous savez, quand les choses deviennent évidentes, après il n'y a plus qu'à dérouler le fil. Moi, très tôt, j'ai eu envie de faire des études de médecine et de me spécialiser en nutrition. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Après, il faut suivre, vous savez, ses instincts. Comme vous avez été très vite probablement attiré par le milieu du sport et du mouvement et de la dynamique et aider les gens à être plus actifs et à être bien dans leur corps. Le corps, c'est une machine merveilleuse. On a un capital, on a un trésor en nous qui est extraordinaire. Alors nous, médecins, on nous a appris à connaître finalement les tréfonds du corps humain, à connaître les mécanismes de fonctionnement des organes, les uns, à connaître un peu les secrets de cette machine qui se laisse dévoiler d'année en année, la recherche, etc. Donc c'est passionnant. Mais la nutrition, c'est notre quotidien aussi. On achète, on fait les courses, on cuisine, on se régale, on est dans le domaine de la gourmandise. Mais quand on est dans le domaine de la gourmandise et de la santé, alors là, c'est le summum finalement. C'est le summum. Se faire plaisir tout en se faisant du bien, c'est extraordinaire. Et donc moi, mon quotidien, c'est de voir des gens, certes, qui sont malades, mais c'est aussi de voir des gens avant qu'ils ne deviennent malades. Oui. Parce que la France est très forte dans le domaine de la santé, pour s'occuper des patients en surpoids, des diabétiques, des hypertendus, des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Mais en prévention, il faut bien reconnaître qu'il y a un sacré déficit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engouffrer dans cette brèche et donc de développer ce métier de préventeur. Figurez-vous que c'est un nouveau terme aussi, le préventeur. Donc le napsothérapeute, c'est un super préventeur dans les 3 piliers de la santé que sont la nutrition, l'activité physique et le sport et le sommeil. Voilà, avec ça, le napsothérapeute, il a
tous les moyens et toutes les connaissances pour aider les gens à se porter mieux. Et donc la nutrition, après, quand vous êtes médecin, vous savez, vous avez fait 10 années d'études, hein, donc passionnante, vous apprenez, vous allez à la fac, vous lisez, vous ingurgitez tout ça, vous commencez à travailler au milieu hospitalier, vous découvrez les patients. Moi, j'ai toujours beaucoup d'amour envers les gens, donc j'ai toujours été, je crois qu'il faut aussi avoir ces qualités. Je crois qu'un bon médecin, c'est pas seulement quelqu'un, ou un bon professionnel de santé, c'est pas quelqu'un qui régurgite son savoir et qui va l'appliquer. C'est quelqu'un qui aime son prochain, en dehors de toute connotation religieuse. Il faut de l'empathie. Bien sûr, il faut de l'empathie. Et il faut comprendre l'autre. Il faut rentrer dans sa vie. Et c'est en rentrant dans sa vie, finalement, qu'on va lui donner les meilleurs conseils qui soient. Il ne faut pas être dans l'injonction, finalement. Hein, il faut être dans la compréhension et dans le désir de vouloir aider en donnant des conseils que l'autre pourra suivre. Et donc l'alimentation, c'est merveilleux parce que les gens ont besoin d'apprendre à se nourrir. Vous en avez qui le font de façon spontanée et vous en avez d'autres qui ont tout à apprendre. Ce d'autant qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux. Et là, vous avez tout. Alors bien sûr, Internet, c'est merveilleux parce que vous avez le savoir à disposition. Mais le savoir sans les clés, finalement, et l'esprit d'analyse critique, ça peut être une bombe aussi. Quand quelqu'un se sait malade et qui va chercher sur Internet des notions, ça y est, il se dit « Mon Dieu, mais je suis perdu, c'est foutu, j'en ai plus pour 5 ans à vivre, vous voyez ?» Alors qu'un bon médecin lui aurait expliqué le pourquoi des choses et aurait relativisé tout ça, vous voyez. Donc, le savoir, c'est bien, mais il faut l'expertise du professionnel. Et il y a beaucoup trop de gens sur Internet, finalement, qui s'improvisent des pseudo-nutritionnels et qui vont balancer dans le domaine de la nutrition, entre autres, des tas d'informations qui sont fausses. Et donc, ces fameuses fake news, ça bouffe le quotidien des gens. Bien sûr. Et ça amène à des comportements, des comportements contre-productifs du genre, moi j'en vois plein dans ma consultation, des gens qui suppriment les produits laitiers en pensant que ça fait du mal à la santé, des gens qui suppriment les produits céréaliers au nom du gluten, voilà, des tas de gens qui finalement, au lieu de manger un peu de tout et de se régaler, volontairement se restreignent. C'est quand même un comble à une époque où nous avons la chance d'avoir à notre disposition une alimentation potentiellement variée, équilibrée, et qui vont volontairement se carencer au nom de pseudo-informations complètement fausses. Donc vous voyez, notre métier, ce n'est pas seulement de comprendre les problèmes de santé des gens et les erreurs de comportement, c'est aussi de corriger bon nombre de fausses informations. Donc il y a du boulot. C'est ça qui est passionnant finalement. Il y a du travail. Et justement dans votre travail, on est en mars 2022. Donc ça fait 2 ans qu'on vit avec la Covid. Oui. On sait que la prise de poids, l'obésité est un facteur de risque très important de la Covid et des formes graves de Covid, donc réanimation, décès, hospitalisation. Oui. Est-ce que vous avez vu une prise de conscience? Est-ce que ça a au moins eu ça de positif auprès de la population générale? Oui, alors il y a eu 2 effets. Le premier, c'est qu'il faut que je fasse attention à moi, surtout que je me fasse vacciner, que je me protège, parce que je suis quelqu'un qui est à risque. J'ai du surpoids, j'ai du diabète, j'ai des pathologies respiratoires. Il faut vraiment que je fasse très attention et que je me vaccine. Donc je pense que cette prise de conscience qui a été largement relayée dans les réseaux sociaux par les professionnels de santé a permis à bon nombre de gens d'aller plus en avant dans « je me protège, je me vaccine, j'applique les gestes barrières, etc. » Bon. Et puis de l'autre côté, malheureusement, il y a eu l'effet confinement. C'est-à-dire, je reste chez moi, donc je n'ai plus accès aux salles de sport, je ne vais plus sortir, je ne vais même pas aller à mes consultations en milieu hospitalier parce que j'ai peur de tomber malade. Donc les gens se sont repliés sur eux. Beaucoup avec les familles ont dû développer des ateliers cuisine, ateliers gâteaux, biscuits, sucreries, etc. Il y a eu aussi de la désorganisation, le télétravail qui s'est imposé, donc je reste chez moi, donc je grignote, je mange n'importe quoi, je me lève à pas d'heure. Bon, ça a complètement désorganisé bon nombre de vies, et donc ça c'est certain, on le sait bien, les gens ont pris du poids, entre 4 et 10 kilos en moyenne. Moi j'ai même vu des patients prendre 20 kilos en l'espace de 2 ans. C'est bon, je trouvais que j'en avais pris 7, que c'était énorme, je vois que je suis dans la moyenne.
Ça ne se voit pas, je vous rassure. Oui, c'est ça. Hein. Il y avait eu beaucoup de sport, l'arrêt du sport et après la reprise. Donc ça... Voilà. Et vous voyez d'ailleurs que concernant un des 3 piliers, dès qu'on diminue l'activité physique ou le sport, eh bien, le corps humain le ressent tout de suite. C'est pour ça que c'est un des piliers très importants. Et vous-même, vous avez un rôle très important à jouer dans la santé des gens, en prévention primaire et secondaire. Aussi bien pour éviter que les gens ne tombent malades que chez les gens qui sont malades pour les aider à corriger en partie leur maladie. Donc voilà, cette épidémie que nous vivons, c'est une catastrophe parce que bon nombre de gens ont perdu la vie et en ce sens c'est terrible. Et je pense aussi que ça a permis de prendre conscience et de l'importance d'être en bonne santé, et de l'importance de prendre soin de soi, et de l'importance aussi de voir ce qui se passe quand on mange mal, quand on ne bouge pas assez et quand on dort mal. On en voit tout de suite l'effet sur le corps humain. Et sur le plan professionnel aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question sur le plan professionnel. Tout d'un coup, ils ont ressenti le besoin « Ah, ça y est, je ne passe plus 3 heures dans les transports en commun. Ah, je retrouve le plaisir de m'occuper de ma famille, d'être avec les miens. Ah, je retrouve le plaisir de m'arrêter un peu, de souffler et de me poser des questions sur moi et de ce que je vais faire de ma vie. » Et c'est pour ça aussi que, ayant créé cette nouvelle formation, j'ai vu arriver à moi beaucoup de gens qui étaient dans le bonheur de la reconversion professionnelle et surtout de se former dans un domaine qui est celui de la santé. C'est j'apprends des choses et en même temps je m'occupe des autres. Et donc, beaucoup de gens sont venus à moi pour devenir napsothérapeute. Parce que c'était une évidence pour eux que de changer de métier, d'apprendre des choses qui sont essentielles pour leur propre santé, mais aussi de s'occuper des autres. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup finalement de prise de conscience dans ce domaine-là aussi, sur le plan personnel, sur le plan familial et sur le plan professionnel. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça a été une bulle un petit peu où le temps s'est arrêté, qui a permis de faire le point soit sur sa vie personnelle, soit sur sa vie professionnelle et également sur sa santé. Si on a des gens qui nous écoutent et comme je pense plein de gens qui veulent perdre du poids, quelle est la première étape que vous leur conseillez pour perdre du poids sainement et durablement ? Alors déjà, on peut faire beaucoup en se posant et en se disant, voyons, qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de moins bien dans ma vie ? Sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'activité physique et du sommeil. En se posant des questions toutes simples au départ. Est-ce que je mange bien le matin au petit-déj ? Comment je mange à midi ? Est-ce que je grignote entre les repas ? Est-ce que mon repas du soir n'est pas trop copieux ? Je crois que de toute façon, tout le monde sait très bien si il mange ou elle mange trop gras, trop sucré, si elle fait des repas trop volumineux, si elle grignote entre les repas ou il grignote entre les repas. Je crois que c'est assez facile à un moment donné d'identifier ses propres erreurs. Première chose. Sur le plan de l'activité physique, est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que dans le fond, je ne serais pas devenue un peu sédentaire ? Il me semble que j'en faisais un petit peu plus autrefois. Là, je prends trop facilement ma voiture, je marche beaucoup moins, je prends trop souvent l'ascenseur, le week-end, je suis fatiguée, donc je passe plus de temps à rester chez moi, je fais les courses, je regarde beaucoup trop la télé, peut-être trop l'ordi. Bon, déjà sur le plan et le sport, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis inscrite à un club ? Est-ce que je fais des choses dans ce domaine-là ? Bon, là aussi, c'est facile d'identifier ce qu'on ne fait pas assez. Sur le plan du sommeil, à quelle heure je me couche le soir ? Vous savez, je suis étonnée de constater que de plus en plus de gens se couchent très tard. Autrefois, quand je dis autrefois, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, les gens disaient « bon, je me couche tard ». C'était quoi se coucher tard ? C'était 11h30, minuit. Maintenant, se coucher tard, c'est 1h, 2h du matin. Je suis vraiment impressionnée de voir que beaucoup de gens se couchent vraiment beaucoup trop tard. Pourquoi ? Parce que l'explosion des séries, les séries télé. Bon, c'est impressionnant. Avant, il y avait le film de 21h qui s'arrête à 22h30. Allez hop, hop, ensuite on va au lit. À 23h, hop, couché, on dort. Très bien. On se lève à 7h du matin, on a les 8 heures de sommeil. C'est parfait. C'est ce dont le cerveau a besoin. Maintenant, les séries. Développement, explosion des séries. Je regarde ma première série. En plus, elles sont vachement bien faites. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Alors on va regarder, oh allez, j'ai encore le temps de m'en faire une. Allez hop, un épisode de 45 minutes. Et le temps passe. Quand on force son cerveau à regarder la télé et qu'on est pris dans l'action, on oublie qu'on a sommeil. On oublie d'entendre les bâillements et la fatigue, vous voyez ? Et donc, à un moment donné, allez, bon, il est 1h du matin. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Et hop, on est au lit à 1h30, 2h du matin. On se lève à 7h. On
on a dormi 5 heures. C'est en moyenne le temps de sommeil que la plupart des gens ont. Voilà, environ 6 heures de sommeil par nuit. Le cerveau, pour 90% de la population, a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Alors les gens se disent, c'est pas grave, je vais être un peu fatigué, je me rattraperai le week-end. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le sommeil est perdu, il ne se rattrape pas. Et donc c'est un stress pour le cerveau. Il est en manque de sommeil et il le fait savoir. Il le fait savoir comment? La fatigue. Donc le lendemain on est fatigué, on bouge moins. On va prendre l'ascenseur. Oh non, j'ai pas le courage de monter 6 étages pour monter au 6e étage. Donc je vais prendre l'ascenseur. Ah, j'ai pas le courage de prendre ma voiture pour aller chercher le pain qui est à 300 mètres. Moralité, on économise des calories. On n'a pas le courage de franchir le seuil de la salle de sport. Donc vous voyez, on est fatigué, on est moins efficace au boulot. C'est pas agréable de se sentir fatigué non plus. On fait moins de sport, on économise les calories et on grossit. Deuxièmement, autre méfait du manque de sommeil, le cerveau qui est en situation de stress, vous savez, c'est comme un ordinateur. Si vous ne l'éteignez pas tous les soirs, au bout d'un moment, il va bugger. Et vous allez vous en rendre compte. Là, c'est pareil, il bug le cerveau et vous le ressentez comment? Au niveau de votre comportement alimentaire. Parce que, étant fatigué, inconsciemment, votre corps pense que vous faites un peu des hypoglycémies. Et donc inconsciemment, vous allez vous diriger vers les féculents, le pain, le sucre, les produits sucrés. Autrement dit, le manque de sommeil chronique donne envie de manger en plus, ce qui fait grossir. Donc vous allez passer votre journée à grignoter des produits sucrés en vous disant « ça va me donner un coup de boost ». Voilà. Et troisième méfait du manque de sommeil, c'est la sécrétion de cortisol. Voilà. Et le cortisol, c'est l'hormone qui va stimuler le développement de la graisse abdominale et donc qui fait grossir du ventre. Cette mauvaise graisse profonde dont j'ai largement détaillé tous les secrets dans le monde merveilleux du gras que vous avez présenté au début de la vidéo. Donc vous voyez, ce manque de sommeil est bien plus grave finalement qu'on ne le pense. Le sommeil, ça se respecte. Donc on va dormir bien avant minuit, 11h, 23h, c'est idéal, 22h30, 23h. On se lève à 7h, on a nos 8 heures de sommeil. Et puis on bouge, les fameux au moins 5000 pas par jour. Il fait beau, il fait nuit de plus en plus tard. Donc finalement, on a largement le temps quand on rentre du travail surtout si on n'est pas fatigué, de mettre des bonnes chaussures de sport et hop, et on est parti. Et si on est fatigué, on ne s'écoute pas. Parce que la fatigue appelle la fatigue. Plus on dort, plus on fait la sieste, plus on se sent fatigué après. Il n'y a rien de tel qu'une bonne marche tonique, et vous êtes là pour le confirmer, il n'y a rien de tel qu'une bonne marche tonique pour retrouver du peps. Donc vous voyez, le mouvement, ça fait du bien aussi. La semaine dernière, on était avec Léonard Anthony pour une vidéo comme celle-ci qui est vraiment passionnante. Et Léonard, il est spécialiste de la fatigue. Oui. Et lui, il parle de, quand on est fatigué, d'aller chercher une bonne fatigue. C'est ça. Pour essayer justement de se régler et de récupérer. Et en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Rechercher une bonne fatigue, une fatigue Absolument. physique. Absolument. Absolument. Et pas un énervement. Tout à fait. Alors déjà, on sécrète des bonnes hormones qui nous font nous sentir bien quand on revient chez soi. Waouh. Alors, courir, oui, mais si on n'a pas envie de courir, la marche tonique, c'est très bien aussi. Vous savez, tout le monde n'aime pas courir, tout le monde n'aime pas forcément faire du sport, et c'est ce que j'explique, l'activité physique, c'est très bien aussi, à condition qu'elle soit régulière. Moi, je préfère 1000 fois que les gens soient actifs tous les jours, plutôt que d'être sédentaires et de faire 1 ou 2 heures de sport intense dans la semaine. C'est très mauvais, ça. C'est très mauvais pour le cœur, c'est très mauvais pour plein de choses. Ce qui compte, c'est la régularité. Alors, de la régularité tous les jours, plus 2 ou 3 séances de sport par-dessus, ça c'est formidable, c'est le summum. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de faire de sport ou qui n'aime pas le sport pour le moment, qu'il commence par l'activité physique et le plaisir de manger, de bouger, lui viendra instinctivement, spontanément, et au fur et à mesure il se développera jusqu'au jour où peut-être que ce jour-là, il aura envie de passer à la vitesse supérieure et de franchir cette porte qui lui semblait infranchissable, à savoir celle d'une salle de sport, ou même chez lui, s'il a envie de s'occuper et de s'équiper aussi, et bien le soir, allez hop, un peu d'elliptique, un peu de vélo, un peu de rameur, des choses toutes simples, pas besoin tout d'un coup de passer du rien au tout, on y va progressivement. Mais c'est cette notion de régularité et de progression qui est importante aussi. Encore faut-il avoir envie de changer. Et cette prise de conscience, elle est importante. On peut la faire soi-même ou se faire conseiller par des experts. D'accord. On a vu plein de choses. Donc déjà, commencer par bien dormir, faire attention à son sommeil, se coucher plus tôt, pour éviter les sécrétions de cortisol, etc. Tout ce qu'on a vu qui augmente la prise de poids. L'activité physique.
vous en avez aussi beaucoup parlé. Donc quelqu'un qui vient vous voir déjà lors d'une consultation pour perdre du poids, c'est quelque chose d'indissociable. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. On ne peut pas maigrir si on fait qu'un régime entre guillemets, encore que je n'aime pas ce mot-là. Voilà. En fait, c'est un rééquilibrage. Il faut faire un rééquilibrage. Vous savez, le même régime pour tout le monde, ça ne marche pas. On sait que 80% des régimes médiatiques sont voués à l'échec. Ah, ils réussissent toujours à court terme. Hein. Ça, c'est toujours facile de faire maigrir quelqu'un. Hein. Vous le mettez au bouillon de poulet pendant une semaine, alors là, il vous perd 3 kilos, il est heureux, mais moi, je ne serais pas heureuse du tout. Parce que je saurais très bien que je lui aurais fait perdre du muscle, je l'aurais carencé, j'aurais modifié ses métabolismes, et je sais très bien qu'ensuite, il va reprendre ses kilos et qu'il ne reprendra que de la graisse et pas du muscle. Il n'est pas forcément en meilleure santé avec ses 3 kilos en moins que l'état dans lequel il était avant de perdre du poids, avec la carence, avec la perte de muscle, avec toutes ces choses-là. Tout à fait. Et peut-être qu'il a besoin de perdre ses 3 kilos. Pas tout le monde d'ailleurs, hein, je le précise. Moi, vous savez, je vois des gens je vois des super obèses. Hein. C'est mon métier. Je suis spécialisée en surpoids et obésité, voire parfois de l'obésité morbide. Je travaille dans un service hospitalier, à l'hôpital Antoine Béclair, où nous voyons des gens vraiment très très gros, mais tellement gros qu'on les opère aussi. On fait de la chirurgie bariatrique parce qu'il y a un moment donné où même si vous faites attention à ce que vous mangez, même si vous forcez à bouger un peu, vous savez, quand vous pesez 160 kg, bouger, ça devient un effort terrible. La chirurgie bariatrique, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas, c'est on opère et on enlève une partie de l'estomac pour réduire la sensation de faim, de satiété et le volume de l'estomac. Voilà. Alors c'est adapté, c'est particulièrement efficace à des gens qui mangent beaucoup trop. Parce que en ayant un estomac dilaté, adapté à des ingestats qui sont trop volumineux, pour ces gens-là, suivre un régime, c'est un supplice. Parce que si on leur demande de manger moins et qu'à chaque fois, à chaque repas, ça ne remplit qu'un tiers ou un quart d'un estomac dilaté, ces gens-là vont être en permanence en situation de faim. C'est impossible d'être en situation de faim. Vous voyez, vous pouvez tenir 3 jours, mais après vous craquez. Donc en fait, le principe de la chirurgie bariatrique, c'est finalement d'accélérer le processus de rétrécissement du volume gastrique, puisqu'on vous enlève les 2 tiers de l'estomac et qu'on fait de votre estomac un organe quasiment tubulaire. Vous passez de 12 cm de diamètre à 3 à 4, et donc cet estomac devenant plus petit est très vite rempli. Étant très vite rempli, la personne se sent très vite rassasiée en ayant déjà mangé rien qu'un petit plat principal, et il faut donc attendre 2 ou 3 heures, le temps que l'estomac se vide, pour ensuite prendre son dessert. Alors dessert qui ne doit pas être biscuit, chocolat et compagnie, mais un dessert équilibré, un laitage, un fruit. Donc on est sur une alimentation équilibrée, fractionnée, on n'est pas du tout sur un régime, on est simplement sur un estomac plus petit qui fait que le gros mangeur que la personne était ne peut plus l'être. Et en mangeant forcément moins, les calories ne sont plus aussi importantes et donc la personne maigrit beaucoup. Alors on n'opère pas n'importe qui, attention. Voilà ce que j'allais dire, on est quand même dans une solution de... Je pense le dernier recours. Absolument. Vous faites très bien de le préciser. Qui n'est pas adapté à tout le monde et absolument. Je le vois dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de conséquences. C'est pas juste on mange moins. Voilà, faut faire très attention à ce qu'on mange, à pas être carencé, je crois, en potassium, etc. Enfin, je crois qu'il y a pas mal d'inconvénients lourds quand même. Déjà, il y a 2 types de chirurgie bariatrique. Il y a la sleeve gastrectomie, où on fait un estomac plus petit, et il y a le bypass, qui est une sorte de montage chirurgical, et on relie l'estomac à la 2e partie de l'intestin grêle, on court-circuite la première partie de l'intestin grêle, de façon à associer non seulement à ce moindre apport alimentaire, mais également un phénomène de malabsorption, qui fait que la personne va perdre des calories dans les selles en absorbant moins bien les protéines, les lipides, les glucides. Elle va forcément malabsorber aussi les minéraux et les vitamines, ce qui fait que les gens qui se sont fait bypasser devront toute leur vie prendre des minéraux et des vitamines sous peine de risquer des carences, bien évidemment. Bon, c'est la recommandation principale à suivre, mais le jeu en vaut la chandelle parce que l'une ou l'autre de ces techniques chirurgicales finalement amène à des pertes de poids qui sont spectaculaires. En l'espace de 2 ans en post-opératoire, les gens peuvent perdre de 20 à 60 kilos selon la personne. Alors, encore une fois, c'est encadré, ça s'adresse à des gens qui souffrent d'obésité et d'obésité sévère, c'est-à-dire qui ont un IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur la taille au carré, en mètres carrés, et qui doit être supérieur à 35. Quand il est compris entre 35 et 40, il doit y avoir une comorbidité associée, c'est-à-dire du diabète, du cholestérol, de l'apnée du sommeil, un foie gras, la stéatose hépatique, une maladie cardiovasculaire, bref, quand il y a au moins une comorbidité associée avec un IMC compris entre 35 et 40,
la personne est redevable de cette chirurgie. Si elle est à moins de 35, non, elle n'y a pas droit. Et si elle est à plus de 40, elle peut simplement avoir un IMC de 40 sans avoir de comorbidité associée. Donc ça, ce sont des recommandations qui sont obligatoires. C'est fixé par la Haute Autorité de Santé et tout le monde doit s'y plier. Il y a également un protocole, il faut bien connaître la personne. On se donne 6 mois pour bien la connaître. Donc il y a examens médicaux, échographie abdominale pour savoir s'il y a un foie gras. On examine bien l'estomac parce qu'on n'opère jamais un organe sans bien le connaître avant. Donc on fait une fibroscopie pour aller voir à l'intérieur. On fait une radio de l'estomac aussi. Un TOGD, il y a des entretiens avec le médecin nutritionniste, entretien avec le chirurgien, entretien avec la diététicienne, entretien avec le psychologue, voire avec le psychiatre. Et puis, fort de tout ça, ensuite, au bout de 6 mois, on se réunit tous ensemble, on statue sur chaque personne et on voit s'il y a indication ou contre-indication à la chirurgie. Et s'il y a indication, la personne est opérée, on la garde 4 jours à l'hôpital pour être sûr que tout va bien. Ensuite, on la laisse rentrer chez elle. Il y a 1 mois donc d'arrêt de travail, 1 mois pendant lequel elle va se remettre de cette opération. Et puis, pendant ce mois-là, l'alimentation sera complètement mixée, c'est-à-dire liquide, de façon à laisser l'estomac cicatriser pour ne pas forcer dessus. Et puis au terme d'1 mois, ça y est, c'est parti. Elle mange de façon équilibrée, texture tout à fait normale, mais par contre fractionnée. Donc petit déjeuner, le reste à 10h, le repas entre midi et 14h, juste le plat principal, le dessert 2 à 3 heures après, laitage ou fromage, pain et fruits. Ensuite le dîner, juste le plat principal, et ensuite une petite collation. Mais tout ceci associé à du sport, à partir du 3e mois, et un sommeil de qualité aussi. Voilà. Et les gens qui sont bien sur les 3, ils maigrissent, c'est extraordinaire. Vous avez des gens qui sont ressuscités. Pour eux, c'est une 2e chance. Parce que vous savez, on ne juge pas. Moi, je n'ai absolument pas le droit de juger une personne obèse qui est passée de 60 kg à l'âge de 20 ans à 120 kg et qui a pris 60 kg en 20 ou 30 ans. La vie de chacun, c'est la vie. Elle a pu tomber malade, elle a pu avoir de la dépression, elle a pu prendre des médicaments, elle a pu avoir des problèmes de fertilité, avoir des traitements hormonaux qui lui ont fait prendre 20 kilos, elle a pu avoir des grossesses où au lieu d'en prendre 12, elle en a pris 25. Voilà, faut arrêter de penser que les obèses sont des gens faibles, gourmands, et finalement, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils l'ont bien mérité. Non, ça, c'est pas possible de raisonner comme ça. Donc, c'est une vraie maladie qui peut avoir des causes différentes, et en qualité de maladie, nous avons les moyens maintenant, avec la chirurgie bariatrique, de la soigner. Alors c'est vrai que quand on a perdu 50 kg, on a ce qu'on appelle un bon tablier abdominal, ça pendouille bien, mais nous avons également un chirurgien esthéticien qui ensuite fait ce qu'on appelle une abdominoplastie, c'est-à-dire qu'il ouvre ici, il ouvre ici, là, ça se termine à l'autre bout du corps, il enlève toutes ces peaux mortes, cette graisse morte qui de toute façon ne partira plus, il y en a pour à peu près 3 à 4 kilos de débris cellulaires, hop, il vous fait un ventre quasiment plat et c'est reparti. D'accord. La nouvelle vie commence et au passage les comorbidités se sont quasiment guéries. Il n'y a plus de diabète, le cholestérol diminue, c'est formidable, le foie gras se libère de son gras, il y avait des apnées du sommeil, hop, obligation de porter le masque, plus de masque à porter, on guérit au bout d'1 an, c'est formidable, vous voyez. Bon, alors c'est vrai que ça a quand même été la galère pour en arriver là, parce que progressivement on s'est vu, ou pas, grossir. Donc le napsothérapeute, il est au début, si vous voulez. Il va éviter justement d'en arriver là. Voilà, parce que franchement, il faut réagir vite. Plus les kilos s'installent dans la vie, plus c'est difficile à perdre. Parce que cette graisse, au début, là, il y a le petit bourrelet, bon, d'accord. Mais quand la graisse profonde s'installe, elle est mauvaise, c'est elle qui rend diabétique, c'est elle qui rend hypertendu. C'est quand même la galère, après, pour la perdre. Il faut tout reprendre sur le plan de l'alimentation, il faut se forcer à bouger, il faut se forcer à mieux dormir, il faut quand même tout revoir. Donc si avant, on s'était déjà rendu compte des erreurs et qu'on les avait corrigées, pour finalement se sentir très bien dans sa peau, avec une vie, une alimentation gourmande et saine, une bonne activité physique et un sommeil de qualité, mais c'est top, voilà. Et en plus de ça, on vit longtemps. Là, vous venez d'aborder, je trouve, quelque chose de très intéressant, moi que j'ai appris dans votre livre. Il n'y a pas du gras, mais des gras. Oui. Ok, donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, sur ces différents types de gras, Tout à fait. Leur localisation, leur dangerosité, parce que tout le gras ne se vaut pas.
Tout à fait. Alors ce pauvre gras qu'on accuse, hein, le gras, quelle horreur, il ne faut pas en avoir, c'est une erreur. Vous savez que la femme doit légitimement avoir entre 20 et 25% de son poids sous forme de gras. C'est un organe. On a un cœur, on a 2 reins, on a 2 poumons, enfin bref, et l'organe précieux qu'est le gras. Donc 20-25%, ça veut dire qu'une femme qui pèse 60 kg peut tout à fait légitimement avoir 15 kg de graisse. Alors vous les hommes, vous avez le droit d'en avoir un peu moins. 20% sous forme de graisse. Pourquoi? Parce que la nature a prévu que vous soyez celui qui va chasser, qui va chercher la nourriture, voilà, hein, qui finalement subvient aux besoins de sa famille, donc il a besoin de muscles. Donc vous pouvez génétiquement avoir plus de muscles et moins de gras. Nous les femmes, nous avons la responsabilité d'assurer la survie de l'espèce. Et pour ça, il nous faut une réserve d'énergie. N'oublions pas que nous avons les mêmes gènes que les premiers hommes et femmes qui sont apparus sur la Terre. Nous avons toujours les mêmes gènes. Or, nos ancêtres devaient lutter contre la famine. Ils devaient se battre pour manger. Nous, maintenant, on fait 10 pas, on va au magasin, on achète et on mange. Donc, si vous voulez, les réserves de graisse, ça a toujours été quelque chose d'important pour le corps humain. Pour lui, c'est une question de survie. C'est pour ça que cette graisse, elle est encore plus importante chez la femme que chez l'homme, parce qu'il faut assurer la grossesse, l'allaitement, il faut parer à toutes les éventualités, il faut donc cette réserve d'énergie. Et le gramme de graisse, c'est le seul nutriment finalement qui peut stocker autant de calories, 9 calories au gramme. Alors que le gramme de protéines dans les muscles, il ne peut en stocker que 4, et le gramme de glucides, le glycogène, il ne peut en stocker que 4. Donc le gramme de lipides, il en stocke 9. Donc premièrement, réserve d'énergie, et c'est toujours utile. Voilà. Alors on vit dans une situation d'abondance, on est en période d'abondance, donc on peut se dire j'en ai pas besoin, sauf que si on tombe malade, si, on en a besoin. Et vous voyez, cette Covid dont nous avons parlé tout à l'heure, certes, les gens qui étaient en situation d'obésité, ils se retrouvaient plus souvent en réa que les gens qui n'avaient pas de problème d'obésité. Mais à l'inverse, les gens qui avaient quelques kilos en trop, ils sont mieux sortis en réa que les gens minces. Parce qu'ils avaient une réserve d'énergie qui leur ont permis finalement de résister à la maladie. Et cette réserve d'énergie leur a permis d'avoir de bonnes défenses immunitaires. Hein? Parce que quand vous êtes en réa, je peux vous assurer que vous ne mangez pas beaucoup. Hein. Bon, vous êtes en alimentation entérale ou parentérale, bien sûr, mais quand même, l'apport énergétique, il est moindre. Donc, vous voyez, en cas de maladie, c'est toujours utile d'avoir une réserve d'énergie. Ensuite, autre rôle, et après, on verra les différentes sources de gras. Autre rôle. Je vous écoute. C'est vrai que quand je suis partie. Hein. C'est mais bien, bon, il y a plein d'informations. Voilà, merci. Donc, rôle de stockage d'énergie. Deuxième rôle de stockage de polluants. Tous les jours, sans le savoir, on avale des additifs, des pesticides. Bon, eh bien c'est le sas. Vous savez, la plupart des additifs sont solubles dans le gras. Ils sont lipophiles. Eh bien, notre gras les stocke. Donc ça fait toujours ça en moins à circuler dans le sang et à intoxiquer nos cellules. Donc voilà, dans notre petit bourrelet ou dans nos réserves de graisse, eh bien, il y a forcément un peu d'additifs et c'est pas plus mal, comme ça, c'est le petit sas sécurité. Troisième élément important, c'est que le gras, c'est pas un organe inerte comme ça qui sert à rien, cette espèce de graisse là, moche et inutile. Eh bien, elle sécrète des hormones sexuelles, ça sécrète des estrogènes. Ce qui, pour les femmes ménopausées, est une bonne nouvelle, parce que quand les ovaires se mettent en grève, c'est quand même la définition de la ménopause. Hein. Bon, les ovaires, terminé, on bosse plus, on ovule plus, terminé, on se repose. C'est la retraite pour nous aussi. Moralité, il n'y a plus d'hormones sexuelles. Et c'est le début de la ménopause. C'est le début donc de la prise de poids, parce que du coup, comme il n'y a plus d'hormones sexuelles, la testostérone que toutes les femmes ont, elle se dit tiens, il y a beaucoup moins d'estrogènes, les gars, c'est le moment, on va dominer. Du coup, c'est la période du poil au menton et de la montée du ventre, puisque la testostérone, c'est quand même à ça que ça sert. La testostérone permet de stocker de la graisse, faire de la lipogénèse. Eh bien sûr, et c'est la graisse abdominale profonde qui est très sensible à la testostérone. C'est pour ça que quand les hommes grossissent, ils prennent du ventre, ils ne prennent pas des cuisses. Alors que les femmes, quand elles ne sont pas ménopausées, elles sont plutôt sous l'influence des estrogènes, et les estrogènes, ça développe plutôt la graisse des cuisses, hein, et un petit peu celle du bourrelet, mais pas tellement la graisse profonde.
Donc c'est là qu'on voit que chez la femme, quand il y a prise de poids, c'est plutôt au niveau des fesses, des cuisses, et puis forcément à un moment donné le bourrelet du ventre, et à un moment donné, si on pousse trop la machine, ça va être également le gros ventre. Alors que chez les hommes, vous voyez toujours que les hommes ont toujours des belles cuisses bien musclées, des petites fesses. Quand vous les voyez de dos, c'est magnifique, mais quand vous les voyez de profil, là c'est autre chose. Parce que là, c'est le gros ventre. C'est cette graisse abdominale profonde qui est sous l'influence de la testostérone et qui fait se développer cette mauvaise graisse. On reviendra sur les mauvais rôles de cette mauvaise graisse. Il faut que je fasse attention parce que j'avais prévu des questions, vous êtes en train d'enchaîner les réponses, mais je rigole, allez. Oui, donc les œstrogènes, et après j'ai bientôt terminé sur les rôles, mais vous savez, cette graisse en excès, elle va aussi parler aux autres organes, elle parle au cerveau, elle sécrète de la leptine qui dit là, hein, on se développe un peu trop, il serait peut-être temps qu'on mange moins. Hein. Donc chez les gens qui sont bien régulés, quand ils ont pris un peu de poids, tout d'un coup ils ont moins faim, ils mangent moins les jours suivants. Et chez les gens qui sont mal régulés, chez bon nombre de personnes en surpoids ou d'obèses qui mangent tout le temps trop, eh ben, il y a des mutations génétiques qui font que le cerveau il n'entend pas le message de la leptine. Et puis la graisse, elle parle aussi au microbiote, aux autres organes. J'en ai fini avec les rôles. Maintenant, pour en revenir à votre question sur les différentes localisations du gras. Eh bien, ceci dit, j'y ai en partie répondu. Chez la femme, alors cet organe il est réparti un petit peu partout. Au niveau du ventre, donc plutôt chez les hommes, cette graisse profonde abdominale qui entoure les viscères, donc elle va se répandre autour du cœur, elle va se répandre autour de l'intestin. C'est vraiment de la graisse profonde autour du foie et dans le foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, le foie gras qui à un moment donné va faire qu'il va moins bien marcher. Ça c'est la graisse abdominale profonde. C'est elle qui repousse les abdominaux et ça donne ce que j'appelle les ventres durs. Vous savez, ces gens qui sont très fiers en disant « Ah, tu peux taper dessus, c'est dur là, j'ai plein d'abdominaux. » Ouais, d'accord, il y a peut-être une petite couche d'abdominaux devant, mais il y a surtout beaucoup de graisse derrière. Bon, ça c'est de la mauvaise graisse et c'est cette graisse-là qui prédispose au diabète, au cholestérol, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires. Celle-là, il faut s'en débarrasser. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est celle-là qui est très dangereuse. Elle est très dangereuse, mais elle est très sensible justement au changement de comportement. C'est la bonne nouvelle. Après, il y a la graisse superficielle, celle du petit ventre mou. C'est le petit bourrelet. Voilà, elle est plus basse, c'est le petit bourrelet. Alors, c'est la première à arriver et c'est la dernière à partir. Voilà. Dès qu'on prend un peu de poids, tout de suite on prend du bide. Hein, voilà. Et nous, quand on opère les gens et qu'on leur fait perdre 50 kilos, ils ont encore ce petit bide. Alors, c'est vous dire qu'elle est difficile à partir. Mais elle est gentille, cette graisse. C'est plutôt une graisse inerte, sympa. Alors, son seul défaut, c'est d'être visible. Voilà, encore qu'on vit à une époque où il ne faut rien montrer. Ah ben c'est sûr que maintenant qu'on montre son nombril, etc., on a intérêt à montrer un ventre plat. Alors qu'il y a une centaine d'années de ça, la mode n'était pas la même. On cachait tout, les vêtements étaient très amples, donc on pouvait se permettre de cacher ses rondeurs. Et les femmes étaient finalement beaucoup moins gênées d'avoir du ventre qu'à l'heure actuelle. Donc vous voyez, hein, il y a aussi ça qui change. Hein. Finalement, la mode joue beaucoup aussi sur le sentiment qu'ont les gens ont par rapport à l'esthétique de leur corps. Et puis il y a la graisse des cuisses et des fesses. Alors ça, c'est typiquement féminin. Après, c'est très lié à la génétique aussi, parce que vous avez des femmes qui font tout très bien, et puis qui ont de la cellulite. Ça, c'est assez connu dans les populations méditerranéennes. Hein. Ventre plat, bassin large et cuisses assez fortes. Oui. Donc, c'est très lié à la génétique aussi. C'est une graisse qui est assez inerte, assez fibrosée, c'est la fameuse cellulite. Voilà, qui n'a pas la même composition que... Oh, oui. Il y a beaucoup de fibrose, voilà. Elle retient un peu l'eau, c'est ce qui donne cet aspect de peau d'orange. Alors elle n'est pas du tout mauvaise, hein, cette graisse. Son seul défaut, c'est de comprimer un peu le retour veineux, et souvent, ces femmes, parce que les hommes n'ont pas, hein, n'ont pas de cellulite, les hommes, eh bien, ces femmes peuvent avoir de la rétention d'eau au niveau des jambes, et souvent avoir les jambes gonflées un peu d'eau. En fin de journée, elles ont des chevilles un peu gonflées, vous voyez, elles ont mal aux jambes. Et donc ce mauvais retour veineux peut être dû à cette compression exercée par cette cellulite et cette peau d'orange. Alors, c'est assez peu sensible, c'est pas méchant hein, sur le plan métabolique et cardiovasculaire, c'est pas très beau, c'est vrai, il y a des femmes qui ont des vrais complexes par rapport à ça, c'est assez peu sensible au régime, c'est-à-dire que quand on maigrit du ventre, on maigrit de la taille, on peut perdre un petit peu en cuisse, mais elles vont quand même garder cette cellulite et cet aspect de peau d'orange. Donc ce seront les actions mécaniques qui vont surtout être efficaces. Vous vouliez me... C'était juste pour demander reprendre un petit peu et résumer.
Donc on a vu qu'il y avait différents types de graisse, graisse d'en haut, ce que vous dites dans votre livre, Oui. avec la graisse qui est abdominale, le petit Oui. bourrelet. Oui. On a la graisse périviscérale, celle-là elle est mauvaise, Oui, c'est ça, c'est la graisse profonde. alors que celle qui est en abdominale. superficie, elle n'est pas du tout mauvaise. Non, même si c'est c'est- toujours celle qu'on veut perdre parce qu'elle est inesthétique, en fait, Voilà. elle est même plutôt bénéfique au niveau du corps. Tout à fait. Après il y a la graisse d'en bas, Oui. au niveau des hanches et des fesses, plutôt féminine, Très bien. avec cette cellulite. Voilà. Voilà, qui est de la graisse qui est fibrosée, Oui. qui est pas mauvaise pour le corps, Non. mais pareil, c'est souvent celle que les gens veulent perdre. Oui, les femmes. Et du coup, pour s'en débarrasser, On est Qu'est-ce sur que le vous étiez en train de massage, dire on est sur le massage, on est sur des techniques, l'endermologie, d'ailleurs les kinés connaissent bien ça, hein, l'endermologie, hein, c'est une espèce on appelle ça de rouleau, hein, que l'on passe et puis qui écrase un petit peu les cellules adipeuses pour relarguer un peu la graisse dans la circulation sanguine. Ça peut faire peur, il faut que ce soit bien pratiqué, hein. Il y a des contre-indications aussi, hein. Les gens qui ont des problèmes de circulation veineuse, ça il ne faut pas le faire, hein. Mais sinon pour les autres ça peut marcher. toutes les crèmes miracles, café, etc. Alors ça, elles sont parties du principe que quand la caféine était, disons, in vitro, dans les laboratoires, quand la caféine est en présence d'adipocytes, on a remarqué que ça accélérait les processus de lipolyse, autrement dit la fonte des graisses. Mais entre ce qui se passe dans un laboratoire, dans des boîtes de pétri, et ce qui se passe dans la réalité, entre le moment où vous buvez votre café ou que vous appliquez la crème, il y a tout un monde, parce qu'il faut franchir pour le café la muqueuse intestinale, après ça passe dans le sang, après bon, il faut aller dans les cellules, il y a plein de filtres intermédiaires, et au niveau de la peau, alors c'est vrai que le contact avec l'adipocyte est quand même beaucoup plus proche, c'est vrai, donc la plupart des cellules, des crèmes amincissantes utilisent de la caféine, ça peut marcher un peu. Là, Mais c'est pas ça qui va vous transformer vos cuisses cellulitiques en magnifiques cuisses de nageuses de compétition, hein. Bon, mais ça sera toujours bien. Puis c'est toujours bien de se masser aussi, hein. On améliore la circulation sanguine, on prend conscience de son corps, et pourquoi pas avec une crème amincissante. Mais ça n'empêchera pas que la base restera toujours la même, c'est-à-dire bien manger, bien bouger et bien dormir. On en revient. Ça sera le petit plus. On a parlé du coup de la graisse périviscérale, celle qui est mauvaise, et vous nous avez dit pour savoir si on en a, il faut essayer de se palper le ventre pour voir si on a un ventre qui est plutôt dur, c'est ça? Oui. Oui. Il y a d'autres méthodes un peu Il y a le pour savoir centimètre, le tour de centimètre. D'accord. Hein. Alors on prend son centimètre, hein, on le passe entre la dernière côte et le début de la hanche, là, l'os de la hanche, D'accord. la crête iliaque et la dernière côte, et ensuite on passe son centimètre au milieu. D'accord. Hein, en général, il On va arrive, pas être loin du nombril, il hein. arrive au Ouais. niveau du nombril. Voilà. Donc on fait ça debout, pas allongé. On fait ça debout, relâché, ni rentrer le ventre, ni le gonfler. Et puis ensuite, voilà, on mesure. Alors, il ne faut pas que ce soit à plus de 88 cm chez une femme et pas à plus de 102 chez un homme. D'accord. Voilà. Et donc, ce périmètre abdominal, c'est un bon reflet finalement du développement de cette graisse abdominale. Alors, vous voyez, le bourrelet, il est plus bas. Donc en fait, ce périmètre abdominal mesuré, c'est le reflet de cette graisse abdominale profonde. D'accord. Et donc là, il y a warning. Si on dépasse les seuils que vous venez de donner, parce que cette graisse, c'est celle qui entraîne de l'hypertension, du cholestérol, du diabète, toutes les maladies cardiovasculaires. Absolument. Ça finira par arriver un jour. Comment est-ce qu'elle s'installe? Ça commence par de la graisse au niveau du bourrelet et ensuite ça migre? Alors chez la femme, oui. Elle commence par le bourrelet et après, si elle insiste beaucoup, ça va se transformer en graisse abdominale profonde parce qu'à un moment donné, les adipocytes, il faut bien qu'ils se développent quelque part. Vous savez, un adipocyte, c'est une cellule extraordinaire. Extraordinaire. Bon, elle a cette vacuole de graisse en elle qui est en équilibre permanent entre je gonfle, je dégonfle. Et l'adipocyte, c'est la seule cellule du corps humain qui soit capable de multiplier son volume par 15. Vous vous rendez compte? Bon. Mais quand elle arrive à 15, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explose? Non. Non, mais alors elle est redoutable parce qu'elle va recruter. Elle va dire « Eh oh, on a atteint notre quota maximal, je vois que la patronne ou le patron continue à faire n'importe quoi, il bouffe comme 4, il bouge pas, bon, il va bien qu'on stocke ses calories. Qu'est-ce qu'on fait les gars ?» On va recruter.
Et ils vont recruter des cellules dormantes, indifférenciées, qui ne demandaient rien à personne. Et on leur dit, écoutez, vous foutez rien, vous allez vous transformer en adipocytes, ça vous dit? Oh oui, qu'est-ce que c'est adipocyte? Tu verras, c'est génial, tu as tout le temps à bouffer, tu grossis, c'est génial, c'est pépère, tu n'as rien à faire. Ah génial, je veux bien être adipocyte. Alors ils se transforment en adipocyte et c'est comme ça qu'on multiplie, qu'on développe son capital d'adipocyte. Voilà. On a quand même 25 milliards d'adipocytes chez nous. Mais chez les grands obèses, c'est doublé, triplé, quadruplé. Et c'est comme ça qu'on passe d'une taille 42 à une taille XXXXXXL. Donc si j'ai bien compris, pendant un moment, c'est la taille de nos cellules graisseuses, les adipocytes, qui augmentent. Et au bout d'un moment, quand on continue de prendre du poids, on va rajouter de nouvelles cellules. Donc là, ce qui fait qu'il n'y aura plus forcément un retour initial qui sera possible et voilà, plein de conséquences. Eh oui, c'est pour ça qu'il est important de réagir vite. Parce que si on laisse la graisse s'accumuler et se développer, premièrement, on passe d'une simple forme hypertrophique, où les cellules se sont simplement développées et où là, elles peuvent se dégonfler comme un ballon et là, on peut retrouver un ventre normal, à une forme non seulement hypertrophique, mais également hyperplasique. Et là, si on a multiplié ces cellules, on ne les fera jamais disparaître. Donc on perdra du poids, certes, mais on aura beaucoup de mal à revenir à son poids d'antan. Donc hypertrophique, c'était l'augmentation de la taille des cellules, hyperplasique, l'augmentation du nombre de cellules. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser le surpoids se transformer en obésité. Première chose. Deuxième chose, c'est un organe qui vieillit comme tous les autres organes. Et donc au fur et à mesure que les années passent, ces adipocytes vont s'entourer de fibroses et même de macrophages qui sont des cellules du système de défense immunitaire. Et il va y avoir à peu près 4 ou 5 macrophages par adipocyte. Ils sont bien, vous voyez, ils ne s'ennuient pas, les adipocytes, ils ont de la conversation maintenant. Sauf que les macrophages, ce sont des cellules du système immunitaire qui développent de l'inflammation. Et donc au début, c'est pour ça qu'on dit que l'obésité est une maladie inflammatoire. C'est qu'au début, il y a de l'inflammation locale et de la fibrose qui va rendre cette graisse plus résistante au régime et à l'activité physique. Donc plus on avance en année, plus c'est difficile de maigrir. Comme ça, tous les patients vous le diront. Quand on est jeune, on maigrit vite. Quand on a passé la cinquantaine, waouh, c'est la galère pour perdre les kilos. Et puis, cette inflammation, elle va se répandre dans le corps. Et elle va faciliter l'apparition du diabète, des maladies cardiovasculaires, qui sont des maladies liées à cette inflammation. Donc, vous voyez, cet organe, il est multiple. Il a en lui-même plusieurs types de formes. C'est incroyable. Donc, il recrute, il se développe. Voilà. Et en plus de ça, il subit des modifications. Il se fibrose, il devient inflammatoire. Donc c'est extraordinaire un organe qui change. Non mais je vous dis, il est fabuleux. Il vous passionne. Ah mais oui, c'est votre ami. C'est pour ça qu'il fallait absolument que j'écrive ce livre parce que je trouve que les gens s'agressent le corps. Parfois, s'agresser c'est jamais une bonne chose de toute façon. Mais je trouve que beaucoup trop de gens se lancent dans des régimes. D'abord dans des régimes qu'il ne leur faudrait pas faire. Et puis souvent à mauvais escient. Donc c'est pour ça que quel type de graisse j'ai, pourquoi j'en suis arrivée là et que faut-il que je fasse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir à faire appel à des gens qui sauront répondre à ces questions. Dans ce que vous venez de dire, donc il faut essayer de réagir très rapidement quand on commence à prendre du poids. Oui. Donc vous conseillez peut-être ou pas de se peser régulièrement. À partir de combien est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme et on dit là j'ai pris 2-3, vous allez me dire kilos en trop, il faut que je les perde tout de suite. Voilà, qu'est-ce que vous nous conseillez? Se peser régulièrement. Alors pas tous les jours. Moi je pense que se peser une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Alors tout dépend comment on est. On est sportif, on mange bien, on dort bien. On sent aussi tout de suite dans son corps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se peser, ils savent très bien, rien qu'à la sensation de confort ou d'inconfort qu'ils ont avec leur ceinture ou avec leur robe, ils savent très bien où ils en sont question poids. Bon, vous avez des gens qui se connaissent bien. Mais sinon, si on a tendance à prendre un peu de poids, si on sait qu'on n'est pas raccord sur... là, je conseille quand même de se surveiller et de se peser. Alors après, quelle fréquence? Ça peut être une fois par semaine, toujours le matin, à jeun. Après avoir été aux toilettes, avant le petit déjeuner. Voilà. Et puis on se pèse, on peut se peser. Alors le lundi, c'est après le week-end, je conseille plutôt le mercredi ou le jeudi, vous voyez. Comme ça, on sait où on en est. Et puis dès qu'on voit qu'on prend 1 ou 2 kilos, il faut réagir tout de suite. Mais pas réagir en se mettant au régime. On se dit, ah ben oui, là je comprends, là, il y a eu plein de grosses bouffes, j'ai fait plein de restos ces derniers temps, j'ai pas été raisonnable. Allez, je vais me remettre à manger sainement. Ou alors, oh là là,
c'est dingue là, ces derniers temps, j'ai eu tellement de boulot, j'ai pas été bougée pendant un mois, ah ben j'ai pris 1 kilo, oui, oui. Donc il faut que je reprenne le sport parce que ça, c'est mon problème. Ou alors j'ai fait n'importe quoi. Vous savez, question sommeil. Il y a des études, mais effrayantes, qui ont été menées chez des volontaires sains, qu'on a privés de sommeil. On les a mis à 4 heures de sommeil par nuit. Vous voyez ? Eh bien, il a suffi d'à peine un mois pour qu'ils aient pris 800 grammes. D'accord. C'est extraordinaire. Oui. Voilà, Oui, sans avoir... Alors, rien fait d'autre, hein. Simplement, seulement 4 heures de sommeil. Et ces gens-là, on les a laissés... Alors, ils ont effectivement moins bougé, parce que fatigués plus, et on s'est aperçu, dans leur comportement, qu'ils mangeaient beaucoup plus de féculents, beaucoup plus de sucre. J'en retombe justement à ce que je disais tout à l'heure sur les effets du manque de sommeil. Mais vous voyez comment le manque de sommeil peut très vite impacter le poids. Le poids, ça peut vraiment aller très très vite. On peut prendre 1 kilo par mois, il y en a même qui peuvent prendre 1 kilo par semaine. Ça va très vite. Donc il faut réagir tout de suite parce que réagir tout de suite. Les peut-être 3 kilos qu'on a pris en trop pour repasser à 2, c'est beaucoup plus facile. Et en perdre 1, c'est beaucoup plus facile que quand on en a 20 en trop et qu'il faut passer à 19. Bien sûr. Bien sûr. Donc on réagit vite et on adapte en fonction de la problématique. Quelqu'un qui mange bien mais qui ne bouge pas, il ne faut pas se mettre au régime, il faut tout simplement bouger plus. Quelqu'un qui mange bien, qui bouge et qui ne dort pas, il ne faut pas se mettre au régime, il faut continuer l'activité physique, il faut travailler le sommeil. Donc c'est pour ça que je dis que ces 3 éléments-là, il faut vraiment les identifier, savoir ce qui ne va pas et être bien conseillé justement pour les corriger. Par rapport à ce que vous m'avez dit, oui. Alors moi j'aurais eu envie également de prendre des périmètres comparés pour suivre justement l'évolution. Alors ça c'est peut-être quand on est déjà dans une démarche de perte de poids. Oui. C'est des choses que vous conseillez de faire? Oui, avec le centimètre. Oui, oui, mesurer, tout à fait. Ah mais très bien aussi, très bien. Okay. Et vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas qu'un chiffre sur la balance, il y a tout. Hein. Il y a le centimètre. Je fais même au-dessus à 20 cm au-dessus du genou. Okay. Parce qu'en général la main fait 20 cm. Hein. Donc 20 cm au-dessus du genou, le centimètre. Et puis là on voit si on a perdu. On a parlé. Voilà, si on a perdu aussi en tour de cuisse. Et on a vu apparaître aussi les balances pour la composition corporelle entre la masse grasse et la masse maigre, donc le muscle. Oui. Je ne sais pas du tout, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant, moi je suis gâtée parce qu'à l'hôpital on a une super balance à impédance-métrie, mais enfin ça coûte 2000 balles. Hein, c'est un truc monstrueux avec des poignées partout, c'est merveilleux. Là. On sait tout de vous, le gras, l'eau, le muscle, le bas, le haut, c'est formidable. Et quand on voit nos patients maigrir, on voit que la graisse diminue, on voit aussi que le muscle diminue. Hein. C'est inévitable. Quand vous perdez 60 kg, vous ne perdez pas 60 kg de graisse. Mais le but, justement, d'une alimentation adaptée, équilibrée, de la pratique sportive et d'un bon sommeil, c'est de limiter les dégâts en termes de fonte musculaire. Voilà, de préserver la masse musculaire. C'est tellement important de préserver la masse musculaire. Pourquoi? Ben parce que plus vous avez de la masse musculaire, plus vous augmentez votre métabolisme de base. C'est la chaudière du corps humain, le muscle. Voyez ? Alors que les gens qui font des régimes, qui leur font perdre du muscle, finalement, ils sont tout le temps là à se priver, ils perdent du muscle, ils ont froid, ils mangent moins de calories, mais en même temps, ils en brûlent moins. Donc au final, l'un dans l'autre, ils maigrissent très peu. Donc il faut beaucoup mieux faire du sport pour augmenter le niveau de la chaudière, faire de la muscu, parce qu'il y a le cardio qui brûle les calories dans l'immédiat, mais il y a la muscu qui augmente le volume musculaire et augmente le niveau de dépense calorique du corps, tout en mangeant équilibré à côté. Donc on mange moins calorique, on en dépense plus, en plus on fait ce qu'il faut au niveau du cerveau, c'est génial, on est gagnant. Parce que c'est catastrophique, quelqu'un qui a 50, 60 ans et qui fait un régime drastique, comme vous en avez parlé, par exemple avec du bouillon de légumes, je crois, du bouillon de poulet, vous avez dit, et qui perd énormément de poids, va perdre beaucoup de muscles. Et à 50, 60, 70 ans, c'est du muscle que la personne ne retrouvera jamais. Exactement. Il peut faire tout le sport qu'il veut, il en reprendra un petit peu, mais beaucoup moins qu'à l'âge de 20 ou 30 ans. Voilà. Bien évidemment. Donc, jamais de régime sévère passé la cinquantaine. Et même, je dirais, en règle générale. Donc, vous savez, toute cette mode des jeûnes, là, le jeûne, tiens, si on dit 2 mots sur le jeûne, je sens que vous alliez me poser la question, Raphaël. Donc, le jeûne. Alors, il y a le jeûne sur plusieurs jours. Alors, ça, c'est non. C'est non. Le corps, c'est une machine qui fonctionne 24 heures sur 24. Si vous coupez, si vous fermez les vannes, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a plus à bouffer. Donc, c'est le stress dans le corps humain. Et donc, on libère des hormones. Enfin, tout est en situation de stress. Le carburant, on va le trouver où? Le carburant, on va le trouver où, les gars? On n'a plus de glucose.
Donc on va le trouver où? Ah bah heureusement il y a un peu de graisse, allez hop, on va piocher chez le gras, d'abord on pioche chez le muscle. Dis donc, t'as pas un peu de calories à nous fournir, s'il te plaît, parce qu'en ce moment c'est la dèche. Donc le muscle, il va fournir déjà donc le muscle, fonte musculaire. il va donner fonte musculaire, très rapide, très très rapide. Et après, une fois que le muscle a donné tout ce qu'il pouvait donner, en disant oh ça suffit comme ça, il faut que j'en garde un peu pour moi. Et bien après, ça va taper dans le gras. Voilà. Donc ça tape dans le gras, sauf que le gras, il va fournir des acides gras, mais qui ne vont pas se transformer en glucose, qui vont se transformer en corps cétonique. C'est la fameuse acidocétose, c'est la fameuse haleine de chacal des gens qui jeûnent au bout du 2e, 3e jour. Voilà. Et ces corps cétoniques aussi qui, la spiritualité, formidable, j'ai pas faim, je plane, merveilleux. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est de la biochimie. Voilà. Mais c'est le reflet d'un corps en situation de stress. Contrairement à ce que pense la personne qui plane. Donc son corps est en situation de stress, elle est en acidocétose, exactement comme un diabétique qui n'a pas d'insuline, les cellules n'ont pas de glucose. Sauf que là, la personne, elle a son insuline, mais elle n'a pas à bouffer. Donc il n'y a pas de glucose dans les cellules. Voilà. Les moyens sont différents, mais le résultat est le même. Moralité, production de corps cétonique qui est à l'essence, au diesel, à l'essence, bref, c'est un carburant de bas de gamme. Et donc, à ce moment-là, production de corps cétonique, le cerveau, le machin, je me sens bien, j'ai pas faim. Et la personne a perdu du muscle et est en situation de stress. Donc ça, jamais de la vie. Pas de jeûne. Jamais de la vie. On ne jeûne pas plus d'1 jour. Après, si on est en forme, si on est jeune, si on n'a pas de problème de santé, si on est musclé, on peut, si on veut, ça j'en connais, des gens qui peuvent jeûner 1 fois dans la semaine, parce que, la détox, machin, bon, j'ai envie de jeûner, ça me fait du bien. Bon, il n'y aura pas mort d'homme. Jeûner 1 semaine, allez, ça va encore. Mais jeûner plus de 2 jours, jamais de la vie. Donc, jeûner 1 jour, ça va encore. Alors, maintenant, parlons du jeûne séquentiel. Le jeûne séquentiel, qui est très à la mode actuellement, ce sont les gens qui dînent, qui sautent le petit déjeuner et qui vont donc attendre le déjeuner. Qu'on appelle également jeûne intermittent. Ou jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent, donc je dîne et ensuite je déjeune. Donc ils se disent, pendant tout ce jeûne, je vais taper dans le gras. Bon, d'accord, ok, on peut maigrir comme ça. Mais vous savez, moi j'estime qu'un bon régime, entre guillemets, c'est un régime qui convient à la personne. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui tient à son petit déjeuner, qui adore son café au lait, ses petites tartines de pain beurré, sa confiture maison, je peux vous assurer que votre jeûne intermittent, il va le suivre 3 jours et puis après terminé. Donc il aura peut-être perdu un peu. Mais dans la mesure où ça ne peut pas tenir dans la durée, parce que ça ne lui convient pas, ça sera inefficace. En fait, les bons conseils sont ceux que la personne peut suivre longtemps et avec lesquels elle n'a pas le sentiment de se forcer et qui ne la frustrent pas. Donc, ça peut convenir à des gens qui ont juste l'habitude d'un petit café le matin et que ça ne gêne pas d'attendre le déjeuner. Encore que je pense qu'ils auront un petit coup de mou vers 11h. Bon, voilà. C'est pas gênant si le yaourt ou le lait qui aurait été pris à ce petit déjeuner et ce fruit seront répercutés, par exemple l'après-midi, en plus du petit biscuit, parce que sinon on risque de manquer de calcium et de vitamines. Et après tout, on fait juste l'économie du pain, du beurre et de la confiture, ce qui fait une économie de 200 à 300 calories. C'est pas méchant, on va pas perdre 4 kilos en 1 mois avec ça, mais il y a des personnes à qui ça convient. Donc pourquoi pas, c'est pas méchant, c'est pas dangereux, ça peut carencer si on n'est pas bien conseillé, et ça peut ne pas convenir à des gens pour qui le petit déjeuner est essentiel. Ce qui est important, c'est l'individualisation, être sur quelque chose qui est compatible avec la personne, et compatible avec aussi la notion de plaisir, et pas d'application de recettes toutes faites qu'on essaye de transposer parce que ça a marché avec un copain ou quelqu'un de notre famille, et qu'on essaye d'adapter la même situation. Exactement. Tout à l'heure, vous avez parlé de sport, plein de fois vous avez parlé de sport, et quand quelqu'un vient vous voir, est-ce que vous lui conseillez un certain type d'activité physique ? Parce que toutes les activités physiques ne se valent pas et elles n'ont pas toutes le même effet sur la perte de poids. Alors encore une fois, je m'adapte à ce que peut faire la personne et ce dont elle a envie aussi, le type d'activité physique qu'elle pourrait faire. Imaginons une personne qui va au boulot en voiture, elle ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture, c'est loin, les transports en commun, il y en aurait pour 3 heures. Et elle a un travail assez sédentaire. Informaticien qui va bosser, typiquement. Travail sédentaire, il y a de plus en plus d'informaticiens, il y a de plus en plus de gens qui grossissent, parce qu'il y a de plus en plus de boulot qui pousse à la sédentarité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, dans le cadre du travail, déjà, on peut lui conseiller de se lever toutes les heures et de marcher.
moi j'ai l'habitude de penser à deux choses, la bonbonne à eau et les toilettes. Les toilettes, au lieu d'aller à celles qui sont toutes proches, on va plutôt privilégier celles qui sont par exemple à 2 étages au-dessus. Et on prend les escaliers pour y aller et on redescend. Ensuite on boit. Et comme on boit beaucoup, on va souvent aux toilettes. Et si on boit à la bonbonne à eau, au lieu d'aller à la bonbonne à eau qui est juste à côté, on va prendre celle qui est la plus loin possible. Comme ça, on se lève. On n'est pas fait pour rester assis, on a quand même des grandes jambes, c'est fait pour servir quand même. On n'est pas fait pour rester assis à longueur de journée, c'est contre-productif, c'est pas bon du tout pour le corps ça. Donc se lever toutes les heures, normalement au moins 5 minutes. Je monte des escaliers, je fais des couloirs, je vais à la cantine, ah chouette, j'ai plein de couloirs à faire. Bon, ce qui fait que si la personne fait au moins 5 minutes d'activité physique, ça fois 8 heures, ben on est à 40 minutes d'activité physique par jour, c'est déjà pas mal. Donc en fait, vous recommandez de faire du sport. Oui. Bouger. Et à partir du moment où la personne bouge, vous êtes assez peu regardante sur le type de sport. Alors, je suis beaucoup plus regardante sur ce que la personne peut faire et ce qu'elle a envie de faire plutôt que d'imposer finalement des activités. Là, on a vu le minimum. On a vu quelqu'un de parfait qui pourrait potentiellement être totalement sédentaire et là, on l'oblige à marcher. On n'est pas sur du sport, on est sur de l'activité physique. Maintenant, imaginons que cette personne ait une salle de sport dans son entreprise. Génial! Elle peut y aller au moment du déjeuner. Au lieu de passer 1 heure à manger avec les copains et les copines, eh bien, elle va faire sa demi-heure de sport avant de manger et elle passe les 30 minutes suivantes à aller déjeuner. Voilà. 1 demi-heure, c'est déjà très bien. Et là, elle passe à un niveau supérieur. Là, elle fait du sport. Il peut y avoir des coachs, là, si elle a beaucoup de chance. Bon, bref, vitesse supérieure. On y va, on fait du tapis, on fait de l'elliptique, on fait de la muscu. Bon, bref, on fait ce qu'il faut. Voilà. Et là, c'est bien, on est avec les collègues. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Chacun fait comme il veut. Si elle n'a pas cette chance, après, la question, c'est je rentre chez moi. À quelle heure je rentre chez moi ? Si je rentre chez moi à 16h, 17h, chouette, j'ai encore le temps de faire quelque chose. Je ne suis pas trop fatiguée, je dors bien, j'ai la pêche, je prends des vitamines, je me sens en forme. Allez, je vais essayer, je m'inscris et je vais à la salle de sport à 18h. Je prends un bon coach, quelqu'un qui me conseille bien et c'est parti. Et je m'inscris, j'y vais 2 fois par semaine, peut-être 3 fois et puis du coup ça me donne envie de bouger et le week-end, ça y est, je suis pris finalement dans une dynamique positive, vous voyez ? Bon, après sur le type de sport, la natation c'est formidable, ça fait tout travailler, c'est formidable. En ce moment, pleine Covid, je déconseille plutôt la piscine parce que ce sont des bains de culture, hein. Ce sont des bains de... Vous savez, le virus, il adore l'humidité, la chaleur. Vous nagez, vous êtes à côté de quelqu'un qui tousse, qui est contagieux, paf, vous l'attrapez, hein. Donc pour le moment, pas trop. Mais quand ça ira bien, la natation, c'est génial. Faire de l'aquagym, c'est génial aussi. L'eau, ça masse, hein, et ça fait travailler tout le corps, donc formidable. Le vélo, très bien, très bon pour les gens qui ont des problèmes de dos, par exemple. Il n'y a pas de choc, hein, on est sur une selle, on fait travailler les cuisses, on fait travailler les articulations, on fait travailler les abdos ici. Si on fait l'elliptique, on fait travailler toute la partie supérieure du corps, c'est génial aussi. Et ça peut être fait chez soi. Petite discipline personnelle, les enfants, le mari qui s'occupe des enfants. Moi, je fais ma séance, je commence par 30 minutes, j'enchaîne par 45, je fais ça 1 fois tous les 2 jours, puis après 1 fois tous les jours. Voilà, vous voyez, mais ça, on ne peut finalement le conseiller que si on a compris comment la personne vivait. Et surtout, on ne peut le conseiller qu'à partir du moment où il y a eu une progression dans le sport, parce que sinon la personne va se blesser. Oh là là, oui. Là, avec Jérôme, je préparais une vidéo sur l'hypertension et sur justement quel pouvait être le meilleur type de sport contre l'hypertension. Tout à fait. Donc quand on regarde les études scientifiques avec les essais cliniques, on peut essayer de sous-grouper et de détailler un peu pour être très précis. Et c'est vrai que ce qui semblerait être le plus efficace, c'est ce qu'on appelle du HIIT. Donc tout ce qui va être haute intensité sur des périodes très courtes. Mais on reste dans un idéal. Peut-être que tout le monde ne peut pas faire ce type d'entraînement. Et quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, s'il part directement sur du sport à très haute intensité, il risque de se blesser. Du coup, il arrêtera sûrement
de bouger et de faire du sport ou de l'activité physique et on sera contre-productif. Donc ce qui va être très important dans l'activité physique et dans le sport, c'est cette notion de progressivité aussi. Absolument. Je suis toujours effarée de voir des personnes qui sont en surpoids important et je les vois courir. Ils sont rouges, ils sont chauds, ils se disent oh, allez, il faut que je maigrisse, c'est terrible. Je me dis mon Dieu, il se fait mal aux chevilles, il se fait mal aux genoux, il se fait mal au dos sans le savoir et ça à tous les coups, un jour il va y avoir un problème. Et après, ce sera rétropédalage parce qu'une fois qu'il y a des tendinites, c'est une galère pour en guérir. Une fois que la personne a mal, eh bien, elle a... Bon, voilà. Donc, aller trop fort, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est pas une bonne chose. Il faut y aller progressivement. Après, il faut se faire conseiller et par des bons coachs, parce qu'attention, il y a coach et coach. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire appel à des kinés, des gens qui sont vraiment formés de façon sérieuse. Parce que moi, j'ai vu des coachs, mais des furies, qui finalement poussent des gens à des programmes hyper intensifs et les gens se retrouvent avec des tendinites, des crises douloureuses. Enfin, c'est monstrueux. Donc, il faut faire vraiment très attention. Il ne faut pas s'emballer, il faut y aller progressivement, il faut se faire encadrer, il faut se faire accompagner par des experts, des gens qui ont la connaissance et pas des fous furieux. Et d'ailleurs, il existe une formation qui est l'APA, l'activité physique adaptée. C'est une formation spécifique adressée à des gens qui ont des pathologies. Là, vous parliez de l'hypertension, mais aussi maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui a fait un infarctus ou un AVC. Bon, c'est pas quelqu'un qui va comme ça du jour au lendemain aller dans une salle de sport et se faire conseiller par n'importe qui. Donc, ce sont des formations spécifiques avec une réadaptation fonctionnelle progressive, adaptée à chaque pathologie. Et je vous cite une partie de votre livre, un court passage. Si vous avez 10 kg de graisse à perdre, cela fait un stock de 70 000 calories. Sachant qu'une heure de marche rapide vous fait brûler 300 calories, cela représente l'équivalent de 233 heures de marche, soit 8 mois de pratique quotidienne. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre l'extrême force, l'effet énorme que peut avoir l'activité physique sur la prise de poids, parce que là, on peut perdre 10 kilos rien qu'en marchant. Par contre, il faut être patient. Il faut être prêt à y consacrer du temps dans le temps et du temps chaque jour. Et je trouve que cette notion de patience, elle rejoint très bien cette progressivité dans l'activité physique qu'on vient d'aborder. Elle est fondamentale. Vous savez, le problème des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite. Voilà. Ils ont mis 15 ans à grossir, mais il faudrait qu'en 3 mois, le problème soit résolu. C'est pour ça qu'ils se jettent sur des régimes à la noix, et c'est pour ça aussi qu'ils s'inscrivent dans des salles de sport et ils ne tiennent pas plus de 15 jours. Voilà. Et qu'après, ils se découragent. Et c'est comme ça qu'on voit le yo-yo pondéral. Moi, tous les obèses que je vois, ce sont des gens qui ont passé leur vie à suivre des régimes extrêmement brutaux. Ils ont perdu 10 kilos en 2 mois, ils en ont repris 15 ou 20. Ils recommencent et tac, 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 et c'est pour ça que, au début, c'était un surpoids modéré, et à la fin, ils sont dans l'obésité. Voilà. Donc de la patience, du bon sens, voilà, de la patience et du bon sens, et on s'inscrit dans le temps. Alors, pour en revenir à l'activité physique, si madame promène son chien, pour reprendre la chanson de Jacques Brel, bon, madame promène son chien, bon, c'est très bien, c'est toujours mieux que de rester dans son canapé, mais honnêtement, on ne brûle pas beaucoup de calories. Donc quand on parle de marche active, et les applications qui vous donnent le nombre de pas par jour, c'est très bien, mais faire 5 000, 6 000, 7 000 pas ou 10 000 pas par jour, ce sont des pas toniques, c'est je marche tonique. Je marche comme s'il pleuvait. Tiens, c'est comme s'il pleuvait et que je devais me dépêcher de rentrer chez moi. Voilà. Donc je marche comme ça. À la limite de l'essoufflement, je peux faire du fractionné d'ailleurs. Courir un petit peu et ensuite hop, je reprends la marche rapide. Et puis si je m'aperçois en courant que je peux courir de plus en plus et que ça me convient, je m'adapte, j'écoute mon corps. Mais par contre, quelqu'un qui se dit je vais tout miser sur l'activité, mais je continue de bouffer du saucisson et puis de me taper mes crèmes au chocolat, il ne va rien se passer question poids. On va être bien, on va se muscler un peu, d'accord, mais sur la balance, il n'y aura peut-être pas d'effet aussi important qu'on l'aurait voulu. Donc si c'est pour maigrir, il faut être raccord sur les 3. Il faut bien dormir, bien bouger, et ce avec patience, régularité et longueur de temps. Et puis surtout, il faut contrôler son alimentation aussi. Il ne faut pas se lancer dans un régime, mais au moins, il faut éviter le gras, le sucre, en tout cas le limiter. Identifier les erreurs qu'on fait. Si on grignote, on arrête de grignoter et on croque plutôt un fruit. Si on mange trop au repas et qu'on se sert, on mange moins vite. Déjà, le fait de manger moins vite, on est beaucoup plus rapidement rassasié et on évite de prendre des desserts sucrés. Au lieu de se taper du pain saucisson et un verre de vin rouge
rouge tous les soirs en rentrant du boulot, bah on se dit peut-être croquer plutôt quelques amandes et puis je vais me garder plutôt mon petit verre de vin rouge pour le week-end, hein, et je vais me mettre à l'eau pétillante le soir. Vous voyez, des petites choses comme ça, plus de l'activité physique, bah ça marche. Donc les gens, nous on le voit en consultation, on leur demande s'ils font de l'activité physique et ils nous répondent bah oui, je vais au travail en marchant, ou je fais mes courses, ou je vais chercher mes enfants à l'école en marchant, etc. Vous sous-entendez quand même que c'est un peu léger et que si on veut avoir un effet sur la prise de poids, il va falloir qu'il y ait un effort qui soit un peu plus intense avec possiblement de la marche rapide, il faut qu'il y ait un début d'essoufflement, il faut qu'il y ait un début de transpiration, enfin il faut qu'il y ait un effort quand même. Tout à fait, tout à fait. Le fait d'aller chercher ou d'emmener les enfants à l'école à pied, c'est déjà une première étape. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. C'est déjà une première étape. C'est déjà un bel effort. Vous savez, il y a des gens qui s'en sont rendus compte parce qu'ils ont décidé d'utiliser moins la voiture. Là, l'essence, elle coûte très cher. Très bien, je prends moins la voiture et je vais beaucoup plus me déplacer à pied. Ah, tiens, c'est bizarre. Depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux. Parfois, vous avez des prises de conscience qui ont été un peu forcées au départ et qui vous amènent tout d'un coup à réaliser que waouh, j'aurais jamais pensé que ça ait pu à ce point-là me changer mon corps, mon poids sur la balance. Vous voyez, il ne faut rien négliger, tout est important. Les recommandations justement de l'OMS au niveau de l'activité physique, elles sont assez dures à tenir parce que c'est 2h30 de sport, alors ça dépend de l'âge, etc. Mais c'est en moyenne 2h30 de sport par semaine, d'activité modérée à intense. Donc déjà, ça exclut beaucoup de monde. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, il y a à peu près plus de 80% de la population française qui ne suit pas ces recommandations. Donc je pense que vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir en consultation qui sont sédentaires et qui ne font pas de sport. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit non, moi je suis prêt à faire tous les efforts que vous voulez au niveau alimentation, mais par contre je ne ferai pas de sport, j'ai pas le temps, je travaille trop, etc. Quelle conduite adoptez-vous et qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, si elle est dans cette logique-là, au début, je ne vais pas la contrarier, je ne vais pas l'obliger, je vais dire, écoutez, sans sport, vous n'y arriverez jamais. Hein, donc, c'est ça, ou de toute façon, voilà. Non, si elle est dans cette logique-là, pour le moment, on ne va pas la contrarier et on va voir ensemble ce qu'elle peut faire. En lui expliquant bien l'importance quand même de marcher et puis par la suite d'inclure le sport dans son quotidien. Mais le sport, ça ne veut pas dire forcément salle de sport. Ça peut être le sport à la maison aussi. Ça peut être aussi prendre le vélo le week-end. On peut très bien faire simplement de l'activité physique en semaine et faire du sport le week-end. Les recommandations de l'OMS, elles incluent l'activité physique aussi. Et vous savez, le fait de faire 30 à 45 minutes de marche tous les jours, déjà, ça vous fait déjà vos 2 heures, voyez, hein, dans la semaine. 30 minutes, tac, 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 on est à 2h30. Bon, eh bien, on peut très bien réserver le week-end, quand même. Le week-end, c'est fait pour se faire plaisir, pour faire du sport. Ça peut être la course avec les enfants, ça peut être le vélo avec les enfants, ça peut être la natation avec les enfants, ou seul ou soit, on n'est pas obligé toujours de raisonner à l'échelle de la famille, mais ce sera d'ailleurs profitable pour tout le monde. Parce que je peux vous assurer que les enfants, quand ils voient que les parents sont sportifs, ils font pareil. Donc il y a une espèce d'élan collectif. Hein. Donc on peut réserver, si on est bloqué en semaine, parce qu'on rentre tard, parce qu'on est fatigué, parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut faire le dîner, je peux très bien comprendre qu'on n'ait pas le temps d'aller en salle de sport. Mais le week-end, c'est fait pour ça. Donc là, il faut se dire, allez, 1 heure le week-end, natation, marche, vélo, tennis, ce qu'on peut faire en famille ou seul, hein, une fois le samedi, une fois le dimanche. Et en semaine, je marche. Donc vous différenciez l'activité physique qui va être le fait de bouger au quotidien, en allant au travail, etc. Ça c'est la base, c'est le socle de la semaine. C'est le socle. Avec des moments où vous préconisez de faire du sport avec une activité qui sera plus intense. Oui, d'accord. Oui, parce qu'on ne fait pas travailler la même chose. Et le sport, c'est celui qui plaît, celui qui est facile à réaliser, Absolument. qui s'emboîte dans les contraintes du quotidien, etc. Tout à fait. Ok, on reste simple. Tout à fait ça. Dans les choses que j'ai appris dans votre livre, parce que j'ai appris beaucoup de choses, vous parlez notamment du pondérostat et de la leptine, vous en avez passé dessus tout à l'heure assez rapidement. Oui. Donc c'est un système d'autorégulation de la faim qu'on aurait au niveau de notre corps et de notre cerveau. Oui. D'accord. C'est vrai, vous savez, le cerveau c'est une machine qui fonctionne de façon autonome. Et c'est pas plus mal, parce que si on prenait la main, on aurait peut-être des catastrophes. Donc il fonctionne de façon autonome, et dans notre cerveau, on a un petit organe, mais qui est hyper important, qui s'appelle l'hypothalamus. On a intérêt à avoir un hypothalamus qui fonctionne bien, croyez-moi. Parce que dans cet hypothalamus, il y a le centre de la faim, il y a le centre aussi de la satiété, il y a même aussi le centre de la soif. Il régule la majorité de nos comportements. Et donc, tout adulte a une espèce de pondérostat. Alors, bien sûr, il y a quand même des standards.
une femme qui mesure entre 1m65 et 1m70, en gros c'est la moyenne, hein. On est à 1,65, 66, 67. Le poids de confort, quand même, il se situe entre 55 et 65 kg. Bon, après, vous avez les petits gabarits. Vous avez les femmes très minces et qui sont réglées sur 55 kg. Vous avez celles qui sont, dès le début, plutôt rondouillettes et qui l'ont toujours été. D'ailleurs, on le voit déjà dès l'enfance et l'adolescence. On voit que les formes sont déjà prédéterminées. Hein, et donc celle-là, elle sera plutôt, mais bien, dans son corps, à 64, 65, vous voyez. Donc il y a une marge de manœuvre qui finalement est dictée par notre pondérostat, qui nous fait dire que voilà, telle personne, elle est génétiquement conçue, pensée, pour peser soit très peu, soit bien, soit un petit peu plus. Mais ça, on sera toujours dans la santé. Et donc ça s'occupe de réguler nos comportements. Donc la femme qui pèse 55 kg, elle a un comportement alimentaire qui fait en sorte qu'elle va peser ses 55 kg quoi qu'il arrive. Alors le quoi qu'il arrive, c'est un peu comme le quoi qu'il en coûte, ça a ses limites. Hein, parce que si à un moment donné elle tombe malade, elle prend des antidépresseurs, elle tombe dans la boulimie pour des raisons X, des histoires de vie professionnelle, familiale et à un moment donné, cette adaptation, hein, elle va être débordée par l'environnement. La génétique compte pour 70%, mais l'environnement compte quand même pour 30%. Donc il ne faut pas trop pousser mémé dans les orties, si j'ose dire. À un moment donné où on dépasse les capacités d'adaptation, le corps il va soit trop maigrir, soit grossir, vous voyez. Mais il y a une fourchette de poids dans laquelle la personne est génétiquement calée, je dirais, au niveau cérébral, au niveau comportemental et de façon inconsciente toute sa vie. Et puis après, ce sont les histoires de vie. Après, c'est la maladie, ce sont les traitements, ce sont les médicaments, et puis ce sont des comportements, l'alimentation émotionnelle telle qu'on peut être amené, on est triste, on va bouffer, on est stressé, on divorce, on se sépare, on vit un deuil, on a besoin de calmer ça en mangeant et on prend du poids, vous voyez. Donc j'allais vous demander justement comment on peut essayer d'influencer cette leptine pour jouer sur le pondérostat. Vous venez un petit peu, je ne sais pas si c'est possible, je pense que vous venez d'avancer quelques pistes. C'est possible dans une certaine limite. Et cette limite, elle est atteinte, quand on a poussé les extrêmes trop loin dans la dérégulation, c'est difficile de revenir au poids. Mais par contre, vous voyez, ces femmes qui, par exemple, vont se retrouver à 80 kg, alors qu'elles en pesaient 60. Elles vont faire des régimes, elles vont descendre, et elles vont revenir à leurs 80 kg. Vous voyez, elles vont avoir beaucoup de mal finalement, parce qu'il y a quelque chose qui les pousse. Ça veut dire qu'elles ont déréglé leur pondérostat. Et on peut le dérégler à force justement de faire ces régimes très sévères. Et c'est là qu'on peut être amené à dérégler le système de régulation du corps humain, à force de faire des régimes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Un régime n'est jamais anodin. Jamais. Plus il est sévère, plus on modifie des choses en soi. Autrement dit, on touche à l'automatique. Si on touche à l'automatique, et si on veut reprendre les commandes, c'est là que ça peut déraper. Donc, il ne faut pas trop toucher à l'automatique et il faut être dans le raisonnable. On optimise son alimentation, on optimise son activité physique, on optimise son sommeil, mais on ne brutalise pas le corps humain. Le corps ne devrait presque pas se rendre compte qu'on modifie l'alimentation, c'est ça, ça devrait être quelque chose de très doux, avec une marche qui est franchie à chaque fois. C'est ça. Peut-être que là on a fait un effort, on l'a bien implémenté dans notre quotidien, on en rajoute un peu plus si c'est nécessaire, mais tout et à progressivement fait. Comme ça on augmente. Mais tout à fait. Vous savez, je compare souvent le corps à un bateau qui avance avec ses turbines. Et quand le bateau tourne, il tourne lentement. Vous mettez du temps, vous voyez, parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines à prendre du poids. Au début, vous aviez un corps, puis tout d'un coup, vous commencez à faire n'importe quoi. Au début, votre corps va être bien, puis tout d'un coup, il va se mettre à grossir. Puis après, vous essayez de vous reprendre en main, il y a une certaine inertie, il va remettre un peu de temps. Mais une fois que ça y est, il est reparti, vous remettez à maigrir. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens soient patients. Ça, c'est pas d'un claquement de doigts. Un corps, ça n'obéit pas comme ça. D'accord. C'est pas une voiture, c'est pas tac, tac, tac. Et si on lui impose des coups brutaux, il réagit très mal. Et c'est là que les métabolismes vont changer, et c'est là que la personne, à ce moment-là, va prendre du poids, va se déréguler sur le plan du sommeil, va être fatiguée, et il faut tout reprendre, mais avec douceur et empathie, et expertise. Dans les autres molécules que j'ai découvertes à travers votre livre, il y a la lipoprotéine lipase, la LPL. Oui. Donc elle, si j'ai bien compris, elle stimule la lipogénèse, donc la
le fait de stocker de la graisse, de créer de la graisse. Oui. Comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser l'incidence de cette lipoprotéine lipase? Alors, c'est très intéressant parce que le corps humain, ce ne sont que des réactions biochimiques finalement qui se passent dans le corps humain. Après, il y a l'assiette, on mange, et puis une fois que c'est parti, on ne maîtrise plus rien. Sauf qu'on a quand même un minimum de connaissances. On sait qu'il y a une hormone qui est très importante pour ça, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait faire du gras. Or, cette insuline, c'est une hormone qui va être stimulée et sécrétée par les cellules du pancréas sous l'effet du sucre. Donc, autrement dit, quand on mange sucré, on va augmenter la sécrétion d'insuline. Cette insuline va faire rentrer le glucose dans les cellules, y compris dans les adipocytes, où ce glucose va attendre que le gras arrive pour former les molécules de gras, la lipogénèse, en stimulant les enzymes. Et donc, les adipocytes vont grossir s'il y a du gras en même temps, qui arrive en même temps que le sucre. Donc déjà, première chose, quand on mange sucré et gras, c'est là qu'on va stimuler le plus possible la lipogénèse, surtout si on fait ça le soir. Parce que la nuit, on dort. On ne va pas brûler les calories du glucose, du gras qu'on aura mangé. On les stocke puisqu'on est dans son lit et qu'on dort. On ne brûle que 500 calories en une nuit. Si je fais un repas copieux, je me prends une belle entrecôte frite le soir, du pain, du fromage, gras plus plus. Je termine par une crème dessert au chocolat, voire même peut-être quand il fait chaud, une glace. Me fait plaisir, les enfants sont là, allez, on se fait plaisir le soir, on ne s'est pas vu de la journée. On a eu le sucre, on a eu le gras. Et en plus, un petit verre de digestif, pourquoi pas, et pourquoi pas un petit verre de vin à table. On a largement dépassé les 500 à 600 calories du repas. À prévoir au dîner léger toujours. On est plutôt à 1000-1200. Il y a 600 calories de trop. Qu'est-ce qu'on fait de ces calories? Je dors dans mon lit peinard ou peinarde, donc ces 600 calories, il faut que je les stocke. Je vais les faire du gras pendant la nuit. Et je vais d'autant faire mon gras qu'il y a mon sucre, je sécrète de l'insuline, je fais rentrer le sucre dans les adipocytes et je fais rentrer le gras aussi. En réalité, bloup, la personne va prendre du poids, elle n'aura pas pris de petit déjeuner parce que le lendemain elle n'a pas faim, elle a trop mangé la veille au soir, à midi elle mange mal et le soir, grosse bouffe. Donc là, vous voyez, la lipogénèse, elle va être activée le plus possible. En revanche, si j'avais pris le matin au petit déjeuner mon pain avec mon fromage et une autre tartine avec de la confiture, il y a du sucre, il y a du gras, mais après je me dépense. Je vais brûler, je vais transformer tout ça en calories. Donc finalement, je ne vais pas le stocker. Donc vous voyez qu'il y a le moment où on mange ce gras et ce sucre. Si je le prends le soir, je grossis. Si je le prends le matin, je ne grossis pas parce qu'après, je suis dans le mouvement et je le brûle. Donc vous voyez qu'il ne faut pas raisonner uniquement en calories, il y a aussi le moment où on le mange. Et puis, pourquoi on insiste tant sur les légumes? C'est que les légumes apportent des fibres. Donc quand à un repas, je mange des légumes, j'apporte des fibres. Ces fibres vont ralentir la digestion, enfin disons, va augmenter le temps de digestion de mon sucre. Donc ça va provoquer une montée de sucre dans le sang qui sera beaucoup plus aplati et donc ça va moins réveiller l'ours dans la caverne qu'est la sécrétion d'insuline. Et comme je sécrète moins d'insuline, du coup ce sucre va être capté moins facilement par mes adipocytes. Donc c'est la raison pour laquelle bien sûr on mange des féculents à midi, bien sûr qu'on peut manger un petit peu de sucre aussi de temps en temps, mais de préférence au dessert d'un repas dans lequel il y aura eu en abondance des légumes. Donc des légumes à volonté et à chaque repas. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très peu connu parce que tout le monde connaît l'insuline liée au diabète, etc. Dans notre entourage, tout le monde a déjà entendu parler de ce mot. Mais je pense que assez peu de personnes comprennent que quand ils vont manger sucré, ils vont prendre du poids parce qu'il y aura des calories qui seront associées à ce sucre, mais également parce que ce sucre va entraîner une sécrétion d'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tout à fait, qui va ouvrir la porte des cellules qui stockent le gras pour faire rentrer tout le monde. Et ça, je pense que c'est un effet que assez peu de personnes comprennent, enfin pas comprennent, mais ils sont juste pas au courant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas manger trop de gras, trop de sucre, parce que plus ça va être sucré, plus la sécrétion d'insuline va être importante, il y a une notion de proportionnalité, et donc plus le stockage derrière de graisse va être important. Exactement.
Exactement, de la nécessité. On le répète toujours, les 5 fruits et légumes par jour, mais vous voyez, tout nous ramène à cette consommation de légumes à volonté. Plus on mange de légumes à table, plus on peut se permettre des petits écarts, parce qu'il y a des fibres, et ça va donc diminuer l'index glycémique du repas. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut se taper des frites à gogo et des crèmes dessert au chocolat, j'ai mes légumes, je ne vais pas grossir. Ce n'est pas mon propos. Mais il y a les calories du matin et il y a les calories du soir. Et s'il y a un repas auquel il faut éviter de manger gras et sucré, c'est bien le dîner. Et moi, je fais maigrir des gens sans aucun problème en leur faisant prendre un bon petit déjeuner, un bon déjeuner avec un plat principal, des féculents, des légumes, il peut même y avoir des frites au déjeuner, du pain, du fromage et un fruit quand même au dessert, une petite collation l'après-midi avec fruits, amandes et puis du pain ou du fromage ou un yaourt. Par contre, là le soir, je suis intransigeante. C'est un repas léger, riche en légumes. Ça peut être une bonne soupe avec une tranche de jambon ou un œuf sur le plat, un petit morceau de pain, un yaourt, un fruit. Ça peut être une belle salade composée, quand il fait beau et chaud, il y a des légumes partout, de toutes les couleurs, 1 ou 2 œufs durs, un petit morceau de pain, un yaourt et pas du fromage, un fruit. Vous voyez, et quand on mange léger le soir, on maigrit. Donc tout se recoupe parce que tout à l'heure on a parlé du jeûne. Oui. Souvent le jeûne intermittent, c'est le petit déjeuner qui est enlevé, alors ça dépend des versions, mais c'est souvent ce qui est enlevé. Oui. Du coup, on mange quand même un petit peu plus à midi, on mange un petit peu plus le soir, et donc là ça s'oppose à ce que vous venez de développer, parce qu'on va manger plus riche le soir, parce qu'il faut quand même qu'on mange un minimum. Oui. Et du coup, derrière, comme il n'y a pas d'activité physique ou de sport, on va stocker et on va prendre du poids, ou en tout cas ne pas en perdre. Tout à fait. Alors si ce jeûne intermittent est mal fait, avec des gens qui mangent beaucoup le soir en se disant il faut que je tienne jusqu'à midi, il n'y aura pas de perte de poids, ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui mange léger le soir, à qui ça n'embête pas de sauter le petit déjeuner et qui déjeune normalement avec une collation l'après-midi, ça peut le faire. Je ne suis pas trop pour ça, je ne milite pas du tout, mais pour les gens qui ont envie de le faire, je leur donne ce petit conseil. Et donc si on revient à l'insuline, si j'ai bien compris, le fait de manger des fibres, enfin de manger des fruits ou des légumes qui contiennent des fibres, vont en fait tamponner cette absorption de sucre. Oui. Et du coup, ça va également permettre de diminuer la sécrétion d'insuline et donc il y aura moins de stockage dans les cellules graisseuses. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est même le principe du régime cétogène. Le régime cétogène, c'est quoi? Je ne mange aucun glucide. Aucun. Pas de légumes, pas de fruits, évidemment aucun féculent, aucun produit sucré. Je ne mange que de la viande, du poisson, des œufs et des produits laitiers. Aucun glucide, donc pas de sécrétion d'insuline. Donc finalement, mon gras, il ne rentre pas dans les adipocytes. Le problème, c'est que si les gens mangent gras, ce gras, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc il reste dans le sang. Et donc ça peut favoriser les plaques d'athérosclérose quand ça peut déstabiliser des hypercholestérolémies et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Donc là, on est totalement dans l'irrationnel. C'est complètement fou. Voilà. Donc ça, non. Donc ce que vous dites, c'est que comme il n'y a pas de glucides, comme il n'y a pas de sucre, on n'a pas de sécrétion d'insuline, donc on n'ouvre pas la porte, si on reprend tout ce qu'on a dit, on n'ouvre pas la porte pour stocker la graisse, donc la graisse continue de se balader dans le sang partout dans le corps, et donc au bout d'un moment, elle peut se déposer au niveau des carotides ou ailleurs, et donc là ça peut être catastrophique. Tout à fait, pour des gens qui font un cétogène où ils mangent gras. Maintenant vous avez des gens qui font un cétogène mais qui ne mangent pas gras. Dans ce cas-là, vous êtes sur de la viande maigre. Bonne question. C'est un régime hyperprotéiné. C'est un hyperprotéiné, voilà, et hypolipidique. Voilà. Donc hyperprotéiné, hypolipidique et hypoglucidique. Voilà. Donc vous ne tenez pas longtemps avec ce truc-là, parce que vous êtes sur de la viande maigre, vous êtes sur du poisson maigre, vous êtes sur du blanc d'œuf, vous êtes sur des laitages écrémés. Voilà. Et puis, il n'y a pas un poil de légumes, il n'y a pas un poil de fruits. Mais vous savez, mais ça existe. Ça existe, voilà. Donc, il y a des gens qui sont furieux, là, qui vont, ils vont tenir 15 jours, ils vont perdre 4 kilos, ils vont péter un câble à un moment donné, ils vont se remettre à manger comme avant. Au passage, c'est comme notre diabète, c'est comme l'acidocétose tout à l'heure. Il n'y a pas de glucose dans les cellules. C'est comme l'acidocétose dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas loin du jeûne, sauf que là, ils prennent des protéines. Voilà, donc ces gens-là, ils vont perdre du muscle quoi qu'il en soit, ils vont se carencer en vitamines, en minéraux, ils vont vider les réserves, comme ça ne dure pas longtemps, ils n'ont pas encore le temps de s'installer dans les carences, mais à mon avis le niveau des réservoirs, il a bien baissé, donc ils vont le payer plus tard, et puis ils reprennent tous les kilos, et puis au passage, ils ont bien changé leur métabolisme, croyez-moi. Et alors après, ils vont fonctionner au mode économie, parce que du coup, le corps ne voit plus arriver les calories, donc qu'est-ce qu'on fait ?
Hein, et ben on baisse le niveau de la chaudière et oh, il n'y a plus de calories qui arrivent, c'est pas le moment de dépenser des calories. Hein. Donc tout le métabolisme se met au ralenti, ils baissent leur niveau de dépense énergétique et donc quand ils reprennent la nourriture, ils gardent ce métabolisme de base bas et comme ils se remettent à manger, ben, ça fait un gros différentiel et ils reprennent tous les kilos qu'ils ont perdus et même plus. Et c'est l'effet yo-yo. Donc ça a été un coup d'épée dans l'eau et l'effet yo-yo, ça rime en plus. Magnifique. Il y a une autre période qui m'intéresse par rapport à la prise de poids et qui touche la moitié de la population, c'est la ménopause. Oui. Donc, on en a parlé pareil un petit peu brièvement, il y a des changements hormonaux, moins d'œstrogènes parce que il n'y a plus d'ovulation. Oui. Et donc ça entraîne pas mal de dérèglements au niveau du gras avec possiblement une prise de poids. Oui. Ah ben, la prise de poids, elle est même très très facile. Hein. Alors après, vous avez plusieurs types de femmes ménopausées. Vous avez l'obsessionnelle qui se dit c'est pas possible, je peux pas, là j'ai pris 1 kilo, c'est pas possible. Donc hop, elle va tout recadrer. C'est je bouffe que des légumes, je pèse mon pain, voilà, presque limite orthorexique. Je fais mes 2 heures de sport tous les jours, je me couche à 10 heures. Là, on est un peu dans l'excès. Mais enfin, celle-là, elle va garder la ligne longtemps. Ce sont en général des gens très minces et puis qui se sont surveillés toute leur vie. Bon. Après, vous avez celles qui se laissent aller. La retraite n'est pas loin. Je m'éclate, je me fais des bons petits restos, je voyage, je fais de la cuisine, je me fais plaisir, je vois les copines, le petit rosé sous la tonnelle. Voilà, elle se laisse un peu aller. Même beaucoup trop, et alors là, bloum, il y a déjà une prédisposition à la prise de poids du fait de cette absence d'estrogène, qui fait que la testostérone, elle se sent dominante, et donc la prise de poids, elle se fait au niveau du ventre. Donc la femme ménopausée qui prend du poids, elle prend un ventre d'homme, donc elle prend du ventre, un ventre dur, et c'est comme ça que petit à petit elle risque d'avoir du diabète, du cholestérol, de la tension, de l'apnée du sommeil, du foie gras, bref, toutes les complications liées à cette prise de poids. Et vous avez des femmes qui à partir de 50, 60 ans vont se mettre tout d'un coup à prendre 2, 3, 4, 5, 10 kilos, 15 kilos et qui sont méconnaissables à 65. Vous savez que quand on regarde la courbe de l'obésité, eh bien, on voit que la population qui est la plus concernée par l'obésité, elle se situe entre 55 et 70 ans. Voilà, ce sont les seniors qui sont les plus obèses dans la population générale. Donc, c'est vous dire que c'est une période explosive. Après, vous avez les femmes qui prennent un traitement hormonal, justement, parce qu'elles vivent mal leur ménopause, parce que bouffée de chaleur plus, baisse de la libido, enfin rien ne va plus, donc ostéoporose plus. Donc là, le ou la gynécologue peut décider de conseiller un traitement hormonal substitutif. On s'aperçoit dans ce cas-là que la prise de poids est plus faible, mais néanmoins, on ne peut pas prendre des hormones trop longtemps. On estime qu'en prévention des risques du cancer du sein, 10 ans c'est un maximum. Et quand on arrête le THS, traitement hormonal substitutif, il y a un effet rebond au niveau de la prise de poids. Donc on ne s'oblige pas à prendre des hormones au motif que je prends du poids, il faut que je prenne des hormones. Non, c'est pas pour cette raison-là que la gynéco peut décider de donner un THS. Bon, donc, et puis il y a la femme ménopausée qui est au milieu, pleine de raisons, qui n'a pas du tout envie de prendre du poids quand même, qui fait attention, mais qui est saine dans son raisonnement. C'est-à-dire qu'elle est gourmande, mais elle va manger sainement, elle se fait des petits plaisirs de temps en temps, mais la base est bonne. Ensuite, elle marche tous les jours, elle a le temps maintenant, si elle est à la retraite, parce que ménopausée à 50, on a encore 15 ans de boulot quand même. Donc, admettons qu'elle soit à la retraite à 65 ans ou un peu moins, tout dépend des activités professionnelles. Et là, c'est ce que je dis à ces femmes, je leur dis, mais vous vivez une époque merveilleuse, vous pouvez enfin vous occuper de vous, vous n'avez plus de contraintes professionnelles, occupez-vous de vous. Tous les jours, allez marcher, faites du sport, allez à la piscine, ça y est, allez au marché, achetez de la bonne nourriture, faites-vous des bons petits plats, bougez-vous, allez voir votre kiné adoré, prenez soin de vous, ne vous couchez pas trop tard, lisez, voyagez, ça y est, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Voilà, prenez soin de vous. Et dans ce cas-là, la prise de poids sera très modérée. Même si on prend un petit peu de ventre, c'est pas grave.
Mais l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau et de contrôler son corps, d'être à l'écoute de son corps et d'être bienveillante. Et de ne pas avoir peur de prendre 1 ou 2 kilos. C'est tout à fait normal. Vous savez... Ouais, ce que j'allais dire, la prise de poids à la ménopause, en fait, elle est physiologique, elle est normale, c'est le fonctionnement du corps. Ah, tout à fait, tout à fait. Absolument. Autant il est absolument pas normal de prendre du poids pendant l'enfance. Les enfants ne sont pas faits pour grossir. Quand vous voyez un gamin dans la rue, c'est une boule d'énergie. Il est tout le temps là, à sauter, à courir, c'est même insupportable, ça va dans tous les sens. Il a finalement un rapport muscle-poids qui est bien plus élevé que chez un adulte. Donc il faut tirer parti de ça. Un jeune et un adolescent, il est fait pour le mouvement. C'est pas du tout normal qu'un enfant soit en surpoids. Donc il faut régler ce problème très vite. C'est souvent de la sédentarité et de la malbouffe, c'est vite réglé. Bon, par contre, après à l'âge adulte, ce sont les aléas de la vie, maladie, dépression, médicaments, hormones, grossesse. La femme est d'ailleurs plus à risque de prendre du poids dans sa vie qu'un homme, hein. Parce que l'homme, il ne connaît pas la grossesse, il ne connaît pas l'allaitement, il ne connaît pas les hypothyroïdies qui sont beaucoup plus rares chez les hommes que chez les femmes. La dépression, ça le concerne beaucoup moins que les femmes. Donc finalement, un homme, s'il prend du poids pendant sa vie d'homme, c'est qu'il l'a cherché. C'est qu'il a tapé un peu fort sur le calendo, c'est le sauciflard, et sur la bouteille de vin. Tandis que madame, elle a eu plein d'autres raisons quand même d'avoir pris du poids. Bref, la ménopause arrive. En plus de ça, l'homme, il a de la chance. La ménopause, il ne connaît pas. Donc lui, vraiment, il l'a cherché. S'il a pris un bon ventre, c'est qu'il l'a cherché. Mais la ménopause, c'est quasiment normal pour une femme de prendre du poids. C'est quasiment normal. Donc c'est presque une lutte pour ne pas en prendre. C'est normal parce que pourquoi ? Déjà, elle n'a pas beaucoup de muscles. Elle en perd encore un peu plus. Plus de ça, elle perd ses estrogènes. Donc la testostérone, elle se régale. Et alors la lipogénèse, ça y va, dès le moindre excès de gras et de sucre. Donc vous voyez, elle a beaucoup de risques de prendre. Donc c'est un combat. C'est un combat pour une femme ménopausée d'éviter de prendre trop de poids. Maintenant, si elle prend son petit bourrelet, eh bien qu'elle en soit heureuse. Ce petit bourrelet, il ne va pas la rendre malade. N'oublions pas que ce qui compte le plus, c'est la santé. Ce qui va nous amener le plus loin dans notre vie, ce n'est pas un chiffre sur la balance. C'est pas non plus un petit bourrelet, c'est la santé. C'est-à-dire que c'est l'activité physique, c'est tout ce qu'on reçoit avec une alimentation variée, diversifiée, non carencée. C'est un sommeil de qualité, c'est être bien dans sa peau, c'est rencontrer des gens, c'est avoir des amis, c'est sortir, c'est voyager, c'est être bien dans sa peau. C'est comme ça qu'on vit longtemps. Si en plus on a la chance d'avoir des gènes de la longévité, alors là, c'est encore mieux. Donc en fait, au niveau Donc il faut s'en réjouir. De se bourreler, parce que je le vois sur les patientes qu'on reçoit, c'est souvent des patientes qui ont beaucoup de mal et qui le vivent très mal parce qu'elles voient leur corps changer, elles ne comprennent pas pourquoi, elles essaient de faire des efforts, ça ne marche pas forcément, on a vu pourquoi, il y a des raisons hormonales derrière ça, et en réalité ce qu'il faut c'est essayer certes de le contrôler mais surtout de l'accepter, de mieux le vivre. Exactement, à partir du moment où elles font des mouvements, où elles sont actives, voire sportives, où elles mangent bien de façon équilibrée et où elles dorment bien, elles se donnent tous les moyens de vivre longtemps et en bonne santé. Et c'est pas un chiffre sur la balance qui va contredire ça, même si elles ont pris 1 ou 2 kilos. C'est de la bonne graisse, c'est pas méchant ça. C'est pas méchant. Et au contraire, ça peut leur sauver la vie parce que plus on avance en âge, plus on risque de tomber malade un jour. Et croyez-moi que quand on tombe malade, on est bien contente de pouvoir compter sur son petit ventre. C'est le sac à dos quand on part en randonnée. Au lieu d'être là, il est là. Et donc, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'andropause ? On a parlé de la ménopause. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'andropause, il y a un rapport quelconque avec le poids, la prise de poids ? Franchement, les hommes, vous avez quand même beaucoup plus de chance, parce que sur le plan hormonal, il n'y a pas beaucoup de modifications, passé la cinquantaine. Donc franchement, les hommes qui prennent du bide avec les années, c'est parce qu'ils se laissent aller, ils tapent un peu fort dans la bouteille de vin, ils mangent beaucoup, ils se régalent, ils font pas mal de restos avec les potes, et puis ils bougent plus beaucoup. Ils se font un petit golf. Alors, j'ai rien contre le golf. Le golf, c'est quand même 4 heures à taper dans une balle, mais on marche. On marche beaucoup. Je fais des études là, sur la dépense. C'est beaucoup de calories. 4 heures de golf. Donc je ne méprise pas du tout les golfeurs. C'est très bien. On fait le sport qu'on a envie de faire. D'accord. Mais voilà. Donc c'est très bien, les potes, le sport, les voyages, les restaurants. Mais à un moment donné, il faut quand même réagir. Il ne faut pas laisser pousser parce que cette graisse chez l'homme, elle est mauvaise. Et beaucoup d'hommes, 1 homme sur 3, finit par avoir soit du diabète, soit de la tension, soit du cholestérol, voire même la totale, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est ça qui tue au bout du compte. C'est cancer ou maladie cardiovasculaire, on a le choix. Mais si on prend du ventre,
on va plutôt vers les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut s'amuser, on peut voyager, on peut se faire des restos, mais globalement, il faut garder du bon sens. Il faut les légumes, il faut des fruits, il faut des viandes qui ne sont pas toujours très grasses, il faut du poisson gras, il faut des œufs, voyez, il faut des produits laitiers, il ne faut pas trop taper dans le fromage, il ne faut pas trop taper dans le pain, il ne faut pas trop toujours les pâtes bolognaises, les machins, les frites, les légumes, les légumes, les légumes. Les légumes à volonté, déjà. Ce qui est important, c'est une notion d'équilibre. Il y a des moments où on se fait plaisir, il y a des moments où on fait un petit peu ce qu'il faut, mais bien et sûr. comme ça, tout se passe bien. Mais bien sûr. Petit resto de temps à autre, et quand on va au resto, on se fait plaisir. C'est pas pour y manger des haricots verts et terminer par des fraises au sucre systématiquement. Mais on se fait plaisir. Mais quand on se fait plaisir et qu'à côté de ça, on est sportif et qu'on mange vraiment équilibré par la suite, il ne se passera rien sur la balance. Et ben voilà, je vous propose qu'on en reste là-dessus. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur vous, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, Laurence ? Eh bien, ils peuvent aller sur le site de mon école, EPM Nutrition. Donc c'est epm-nutrition.org. Donc de toute façon, ils tapent EPM Nutrition, il n'y a pas mon école. Donc EPM Nutrition. Alors, ils découvriront les livres. Et ils pourront donc ensuite, se régaler des lectures. Alors, le monde merveilleux du gras, c'est pas le gras qu'on mange, évidemment, c'est le gras du corps. Vous l'avez très bien expliqué. Donc ça permet... C'est le livre, ce livre-là, il est absolument indispensable parce que les gens ne savent rien de leur gras. Et donc c'est pour ça que je l'ai écrit. Mais après, il y en a plein d'autres. Il y a Comment maigrir heureux, quand on n'aime ni le sport ni les légumes. Voilà. Il y a aussi le grand livre de l'alimentation. C'est un peu une bible où on a tout sur les aliments, sur comment nourrir son enfant, sa femme, son mari, son grand-père, sa grand-mère, quand on est enceinte, quand on est allaitante, quand on est sportif ou quand on a des problèmes de santé. Tout est là-dedans. C'est un peu le Vidal de l'alimentation. Voilà. C'est le grand livre de l'alimentation, toujours chez mon éditeur préféré, Erol. Et puis sur ce même site, on va tout savoir si on veut faire cette formation de napsothérapeute. Tout est indiqué sur les dates de début, sur les conditions, sur le programme, sur tous les débouchés professionnels, sur la façon dont se déroule la formation de napsothérapeute. Voilà. Ben voilà, tout le monde en sait beaucoup plus. Et ça m'a donné envie de ce grand livre sur l'alimentation, là, parce que je trouvais qu'en fonction de l'âge, c'était très intéressant. Ah oui. Au tout début, je vous ai demandé quelle était peut-être la première étape pour quelqu'un qui voulait perdre du poids de manière saine et durable. Je pense que la première étape, c'est peut-être et sûrement de lire votre livre, parce que dedans, il y a plein d'informations, c'est très bien vulgarisé, on apprend plein de choses. Merci. Et ça découle sur des conseils qui sont faciles à mettre en place au quotidien. À très vite, Laurence. Merci Raphaël, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est l'équivalent d'une consultation en tête-à-tête avec le docteur Laurence Plumet dont vous venez de bénéficier. Durant toute la vidéo, vous avez pu entendre à quel point pratiquer une activité physique est indispensable pour perdre du poids. Si vous n'êtes pas sportif, avec Jérôme, nous vous conseillons la course à pied. C'est un sport très efficace pour perdre du poids qui demande aucun matériel et qui peut se pratiquer absolument partout. Et si vous avez plus de 50 ans, que vous ne courez pas encore mais que vous voulez débuter la course à pied, nous vous proposons notre formation qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». Cette formation reprend les 7 erreurs que nous rencontrons le plus souvent chez les personnes qui veulent débuter la course à pied. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Cliquez juste ici ou sur le lien dans le commentaire épinglé pour vous inscrire. À très vite.